donc cet atelier donc, qui est là pour parler effectivement des liens entre mobilisation pour le climat et vote pour le climat, ou vote avec des considérations climatiques, ou comment le climat interagit sur les comportements électoraux. Donc voilà, donc on va se présenter chacun notre tour, peut-être pour commencer, et faire sur un format voilà, de présentation chacun d'une vingtaine de minutes. Et après, voilà, s'engager dans un truc un peu plus dynamique d'échange avec vous tous. Voilà, c'est le but. Donc voilà, je te laisse commencer. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par remercier Hugo Touzé pour l'organisation de cette conférence et je remercie tous les bénévoles, toute l'organisation des Amphis 2022. Donc moi je m'appelle Antoine Bouzin, je suis diplômé ingénieur de l'ENSAT à Toulouse, donc j'ai fait une formation en hydraulique et en mécanique des fluides et j'ai bifurqué en 2018, j'ai repris une formation en sociologie à l'université de Bordeaux et je commence ma 3e année de thèse et je travaille sur le militantisme écologique des ingénieurs. Donc moi, je m'appelle Alma Dufour. Je suis députée. Je suis députée de la France Insoumise de Seine-Maritime. Donc élue là récemment aux élections législatives. J'étais auparavant activiste pour le climat, enfin je le suis toujours d'une certaine manière, pendant plus de 7 ans, notamment engagée au sein du mouvement Alternatiba et en tant que salariée aussi de l'ONG Les Amis de la Terre, pour ceux à qui ça parle. Donc j'ai beaucoup travaillé au sein du mouvement climat. Voilà, dans un mouvement Alternatiba qui était un peu la cheville ouvrière justement des marches pour le climat, dont Maxime vous parlera d'un point de vue sociologique. Donc voilà, donc depuis 7 ans, et effectivement, forcément, j'ai un point de vue sur déjà ce que c'est en tant qu'activiste pour le climat, passer à la politique partisane dans le cadre de cette élection. J'ai fait une tribune en ce sens quand j'ai quitté le mouvement, enfin, pour me présenter, puisque j'étais obligée de quitter mes fonctions au sein d'une ONG pour être candidate, même sans avoir gagné ou perdu. En fait, c'était la frontière entre partis associatifs et notamment aux Amis de la Terre est assez forte. Voilà, donc je suis là aussi pour parler de ça, peut-être à titre personnel en tant qu'activiste, mais aussi de ce que j'ai vu, voilà, et d'un point de vue plus qualitatif peut-être que mes camarades qui sont plus, voilà, qui sont plus sur un aspect plus scientifique d'analyse. Voilà. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Maxime Gabory, je mène une thèse de sciences politiques sur justement le mouvement pour le climat. Et je travaille depuis 4 ans maintenant avec le collectif Quantité Critique, justement sur les marches pour le climat, comprendre un peu qui sont les gens qui se mobilisent pour le climat. Et on a depuis élargi notre perspective à l'ensemble des attitudes dans l'opinion publique sur les questions climatiques. C'est-à-dire c'est plus seulement ce qui nous intéresse les militants pour le climat, mais aussi dans la jeunesse française, par exemple, chez les 16-30 ans, comment se clivent les rapports à l'écologie et qui sont ceux aussi qui votent sur les enjeux d'écologie et les enjeux climatiques. Et je suis ravi d'être ici. La première présentation publique qu'on avait fait de nos travaux il y a maintenant 3 ans après nos premières enquêtes, c'était aux Amphis en 2019. Le mouvement pour le climat a beaucoup évolué depuis et il s'est passé énormément de choses. Et du coup, je suis ravi de revenir ici pour reparler un peu de ces mobilisations climat quelques années après. Je ne sais pas qui veut commencer à présenter. Moi, je me lance tout de suite. Alors, j'avais quelques slides de présentation pour rendre la présentation un petit peu plus digeste. Mais bon, il va falloir du coup s'imaginer les graphiques mentalement. Mais je vais essayer de faire la présentation la plus claire possible. Et puis l'idée, c'est surtout après qu'on discute. Donc, ça sera simplement quelques idées un peu générales sur les liens entre mouvement pour le climat et vote pour le climat. Donc vous le savez, depuis 4 ans et disons l'automne 2018, il y a des grosses dynamiques sociales autour du climat, de plein de manières différentes, des marches pour le climat, des actions de désobéissance civile, des actions en justice menées contre l'État qui ont été victorieuses. Et c'est intéressant tout ça parce que c'était un répertoire d'actions qui était plus mobilisé par les militants écologistes, ou en tout cas moins, depuis quelques décennies. Pendant quelques décennies, la mobilisation écologiste tournait beaucoup autour de la contre-expertise, c'est-à-dire ce qui était intéressant, c'était sur un projet particulier,
faire une contre-expertise pour montrer pourquoi tel ou tel projet était néfaste pour l'environnement. Et les dynamiques plus collectives, les dynamiques de masse, étaient finalement reléguées au second plan depuis quelques années. Et donc ça nous a semblé, avec le collectif Quantité Critique, quelque chose de très intéressant à aller regarder, parce qu'il se disait beaucoup de choses autour des militants pour le climat et de ceux qui marchaient pour le climat. La première des choses, c'était que c'était finalement des macronistes un peu déçus, qu'ils étaient bien gentils, ceux qui se mobilisaient, mais ce qui était important, c'était la critique du système capitaliste, et que ceux qui se mobilisaient avaient finalement une écologie un petit peu dépolitisée, ou alors, dans leur vie quotidienne, ne faisaient rien. On entendait un peu ces deux sons de cloche. Soit ils n'étaient pas conséquents parce que dans leur vie quotidienne, ils n'étaient pas écolos, soit ils n'étaient pas conséquents parce que finalement, ils ne menaient pas une critique assez radicale. Donc on a essayé de voir vraiment ce qui se passait. Et donc depuis, on a eu une campagne présidentielle et les gens qui étaient dans le mouvement pour le climat ont voté. Et donc ce qui se pose, c'est la question à la fois de la traduction politique du mouvement pour le climat, de quels ont été les effets de ce mouvement pour le climat depuis quelques années, et de qui aujourd'hui vote sur les enjeux climatiques. Donc il y a quelques idées un peu que j'aimerais essayer de faire passer pendant cette présentation. La première concernant le vote en 2022, c'est que le vote sur les enjeux climatiques n'est pas un vote de bobo, contrairement à ce qu'on peut croire, que l'écologie n'a jamais été ni de droite ni de gauche, et que cette polarisation de l'écologie à gauche, elle s'est renforcée dans la période électorale de 2022. Mais que si le vote climat est un vote de gauche, il reste une tension au sein au sein de la gauche sur qui capte les voix un peu écologistes. Et puis j'essaierai de finir par quelques perspectives un peu plus stratégiques, à commencer par l'idée qu'il faudrait sortir, selon moi, du mythe de la prise de conscience pour penser le travail politique, selon laquelle, en gros, les gens auraient à un moment pris conscience du problème climatique et qu'après, ce qu'il faudrait, c'était le politiser. Non, la prise de conscience, elle a besoin de se réitérer, de se refaire en permanence. Il n'y a pas de prise de conscience éternelle. Et dans le milieu militant, c'est parfois un peu difficile, parce que dans le milieu militant, c'est précisément un endroit où la conscience sur les enjeux climatiques se réitère. On en parle collectivement, et du coup, on se rappelle un peu collectivement qu'il y a une catastrophe écologique et climatique en cours. Mais dans la population générale, c'est un travail politique qui doit être fait et refait. Et je finirai par essayer de défendre la nécessité à la fois stratégique et politique de l'écologie populaire, en essayant de dire un peu aussi, à partir de quelques grilles sociologiques, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc très rapidement, qui a voté sur les enjeux climat en 2022 ? La première chose qu'on peut dire, c'est que le climat a eu une plus grande importance dans l'élection présidentielle de 2022 que dans celle de 2017. Il y a 44% des gens qui disent que ça a eu un effet déterminant sur leur vote. C'était de 37% en 2017. Donc il y a eu une dynamique. Et les gens qui ont capté cette dynamique, quand on vote sur les enjeux climat, on vote à gauche. C'est le deuxième résultat, de manière très claire, à la présidentielle. C'est que chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 64% des gens ont jugé déterminant le fait de voter pour l'item dans l'IFOP, c'est la protection de l'environnement et la lutte contre le dérèglement climatique. Chez Yannick Jadot, c'est 91%. Et ensuite, tous les candidats de droite, on est à moins de 50%. Chez Emmanuel Macron, c'est 42%. Et chez les autres candidats de droite, ça va entre 20 et 30% de gens qui jugent ça déterminant. Donc, si la campagne présidentielle de 2017 a donné lieu à ce qu'on appelle la tripolarisation du champ politique, un bloc de gauche, un bloc de droite autour d'Emmanuel Macron et de Valérie Pécresse et un bloc d'extrême droite, l'élection de 2022, c'est aussi la polarisation de l'écologie. Et ça, plus qu'avant. Et le mouvement pour le climat a contribué à ce travail-là, notamment en mettant en avant, pendant plusieurs années, le bilan d'Emmanuel Macron en permanence, en mettant Emmanuel Macron face à ses contradictions, qui ont contribué à renforcer finalement l'équivalence entre vote de gauche et préoccupation pour les enjeux climatiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement à l'image qu'on pourrait avoir d'un vote pour le climat, qui serait un vote de classe supérieure par rapport aux classes populaires qui, elles, voteraient sur les enjeux sociaux. Les premiers chiffres sur l'élection présidentielle de 2022 ne disent pas du tout ça. Et même, les catégories supérieures
votent moins sur les enjeux climatiques que les classes populaires. Chez les cadres et les professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires, 42% des gens ont jugé déterminant le climat. Chez les catégories populaires, on est à 46%. Alors la différence est très mince, mais ça permet d'évacuer le mythe finalement de classes populaires qui seraient déconnectées des enjeux écologiques. Ce qui est en revanche très déterminant sur le fait de voter sur les enjeux climatiques, c'est 2 facteurs. Le genre, les femmes votent beaucoup plus sur les enjeux climatiques que les hommes, ce qu'on voit dans les mobilisations climat. Hein. Dans les mobilisations climat, 2 manifestants sur 3 sont des manifestantes et sont des femmes. Et les hommes sont 41% à voter sur les enjeux de dérèglement climatique. Et ce qui est déterminant aussi, et on a pu s'en rendre compte dans les dernières années, c'est l'âge. Ce qu'a réussi à faire véritablement le mouvement pour le climat et l'ensemble des mouvements politiques qui se sont battus pour que l'écologie soit un enjeu central, c'est de politiser les plus jeunes sur cette question-là. En 2017, 42% des jeunes votaient sur les enjeux de dérèglement climatique, jugeaient le dérèglement climatique comme un enjeu déterminant. En 2022, c'est 62%. On a plus 20 points de pourcentage chez les jeunes. Alors que chez les plus âgés, et ça s'est vu aussi dans les résultats, la proportion de gens qui votent sur les enjeux climatiques stagne à un niveau relativement bas. Chez les plus de 50 ans, on est à 40% de gens qui votent sur les enjeux climatiques. Donc il y a aussi, dans les urnes, un enjeu générationnel qui apparaît. Pour autant, cet enjeu générationnel et le fait que ceux qui votent sur les enjeux écologiques votent à gauche ne clôture pas le problème. La question, c'est comment on va chercher aussi les gens qui ont une conscience de la catastrophe écologique qui est un peu lointaine, mais qui ne le traduisent pas dans un vote. C'est-à-dire, oui, on sait qu'il y a un enjeu écologique qui est important, mais quand je vote, ce qui va compter, c'est plutôt le pouvoir d'achat, c'est plutôt les retraites, c'est plutôt la santé, mais pas les enjeux climatiques. On a fait une enquête sur les 16-30 ans. Donc c'était 1 an et demi avant la campagne présidentielle, donc évidemment il s'est passé énormément de choses depuis et les rapports de force politiques ont énormément évolué, mais ce qu'on avait réussi à identifier, c'était 5 rapports à l'écologie différents. Un pôle qu'on a appelé Éco-Investi, qui fait environ 18% des jeunes et qui lui est le pôle qui se mobilise dans les mobilisations pour le climat et qui agit également au quotidien pour essayer de transformer son quotidien. Même si pour eux, ce n'est pas ce qui est important, le quotidien. Il y a cette tension au sein du mouvement pour le climat et au sein des gens qui sont investis. Ceux qui transforment le plus leur mode de vie sont ceux qui considèrent le plus que ce n'est pas ça qui est important. Alors c'est une bonne manière aussi de répondre à ceux qui disent oui, mais c'est un enjeu, change d'abord ton mode de vie et puis ensuite on verra au niveau stratégique. Ce qui est important, c'est les petits gestes individuels. Dans les faits, ceux qui transforment le plus leur quotidien, c'est ceux qui considèrent le plus que ce qui est important, c'est un changement systémique et pas un changement individuel. Et donc ça, on le voit aussi parce que ceux qui sont le plus pour un changement radical du système sont ceux aussi qui transforment le plus leur quotidien, tout en considérant que finalement, c'est pas ça qui est important. Il y a un autre pôle relativement sensible aux enjeux écologiques, mais qui a une très forte croyance dans le système capitaliste et dans la technique pour résoudre le problème. C'est ce qu'on a appelé le pôle des modernistes ou des éco-modernistes, qui représente 19%. Et donc c'est un pôle où le vote pour Emmanuel Macron est surreprésenté, mais où il y a aussi quand même des gens qui votent à gauche à l'intérieur. Donc il y a un enjeu un peu de conviction autour de ces gens concernés par l'enjeu climatique, mais qui persistent encore dans une forte croyance que le réchauffement climatique peut se régler par des problèmes techniques. Et donc là, les discours autour... ce qu'on a vu cet été, les défaillances du nucléaire et l'impossibilité, par exemple, du nucléaire face au dérèglement climatique, c'est aussi des discours qui peuvent compter. Mais il y a surtout un pôle qui était important, c'était le pôle des soutiens distants. Et c'était le plus gros pôle. Il y a une masse chez les jeunes, 38% de notre échantillon, qui sont conscients qu'il y a une catastrophe écologique et qui parfois sont angoissés par ça, mais qui ne le traduisent pas pour l'instant d'un enjeu politique. Et donc c'était 1 an et demi avant la campagne présidentielle, et on a vu qu'avec le très fort taux de jeunes et des très jeunes 18-24 ans qui ont voté sur les enjeux écologiques, c'est des jeunes qui ont réussi à être convaincus finalement par une rhétorique selon laquelle le réchauffement climatique, ça se traduisait aussi politiquement. Et donc ça c'est un pôle qui est vraiment très divisé entre Emmanuel Macron, Yannick Jadot, à l'époque où on avait fait
l'enquête et Jean-Luc Mélenchon. Et donc il y a un pôle soutien distant qui ne vote pas encore sur les enjeux écologiques, qui considère que c'est un problème et qui est un enjeu stratégique absolument majeur pour construire une majorité autour de ces questions climatiques. Alors que dans le mouvement pour le climat, chez les éco-investis, la part de gens qui étaient très à gauche, elle était, elle, extrêmement majoritaire. Et le mouvement pour le climat, depuis le départ, était à gauche. Et c'est important, je crois, à rappeler quand il y a parfois historiquement, l'écologie politique a essayé de se positionner comme une voie alternative, ni de droite ni de gauche, à travers cette rhétorique de la nouveauté, dépassement des grands clivages, etc. En tout cas, dans l'imaginaire collectif, il y a beaucoup de militants qui ont essayé de replacer aussi la question de l'écologie dans des enjeux de justice sociale, mais il y a toujours eu un pôle de l'écologie qui a essayé de se placer ni de droite ni de gauche. Ce qui est intéressant, c'est que dans le mouvement pour le climat, on a globalement, dans l'ensemble des mobilisations, environ 25% des gens qui se positionnent très à gauche et 35% ou 40% des gens qui se positionnent à gauche. Donc il n'y a pas, sinon une très petite majorité d'une dizaine de pourcents qui se définit au centre et une dizaine de pourcents qui se dit ni à droite ni à gauche, le pôle de droite dans la mobilisation pour le climat. Alors, si j'ai encore quelques minutes, comment ça se polarise à gauche? Qu'est-ce qui fait que les gens votent plutôt pour Yannick Jadot ou plutôt pour Jean-Luc Mélenchon sur les enjeux écologiques? On a fait une enquête un mois avant l'élection pour essayer de réactualiser nos résultats, et même encore un mois avant l'élection, les rapports de force étaient assez différents de ce qu'on a vu à la fin, mais on avait à ce moment-là, pour vous resituer, Jean-Luc Mélenchon autour de 12-13% et Yannick Jadot autour de 7 à 8%. Et donc on est allé dans le mouvement pour le climat qui jusqu'alors traduisait une préférence pour Yannick Jadot. Dans les premières marches pour le climat, on avait plutôt des gens qui votaient, qui étaient plus proches d'Europe Écologie Les Verts ou qui disaient notamment au moment des européennes qui étaient plutôt favorables au vote pour Europe Écologie Les Verts. Un mois avant l'élection, on a une division extrêmement forte entre Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon est devant à 47%. Yannick Jadot à 38%. Ce qui détermine de manière très forte le fait de voter pour l'un ou pour l'autre, c'est d'abord la classe sociale et la position sociale, et ça de manière extrêmement forte. Ceux qui ont des difficultés financières, qui ont parfois du mal à finir leur fin de mois ou tous les temps du mal à finir leur fin de mois, votent très majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est autour de 66-70% contre 22% pour Yannick Jadot dans cette population-là. Et la deuxième chose, et c'est un autre élément qui me semble important, c'est le lien qui est fait avec les autres luttes sociales. Le fait de s'être mobilisé aussi sur l'enjeu des salaires, sur l'enjeu des retraites à un moment, sur les enjeux féministes, sur les enjeux antiracistes, tout ça, ce sont des éléments qui conduisent davantage à voter pour Jean-Luc Mélenchon qu'à voter pour Yannick Jadot. Et je crois que c'est un peu ça qui s'est passé aussi pendant la campagne présidentielle. C'est finalement une forme de clarification entre une écologie qui vaudrait pour elle-même, indépendamment des autres enjeux sociaux, aussi puissante soit-elle, et une écologie intégrée dans un ensemble de luttes à la fois féministes, antiracistes, sociales, et que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas pour les militants pour le climat, a incarné davantage une position rassembleuse de différentes luttes, quand Yannick Jadot rassemblait plutôt des gens qui étaient préoccupés uniquement par les enjeux environnementaux et pas par les enjeux sociaux. On le voit très bien dans les électorats. Les préoccupations de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est toujours autant les inégalités sociales et le pouvoir d'achat que l'écologie. Quand chez Yannick Jadot, la question du pouvoir d'achat ou des enjeux d'inégalité arrive bien plus loin. Et donc c'est intéressant ce lien-là, parce que ça permet à la fois d'écologiser la question du pouvoir d'achat et de politiser la question de l'écologie. Et dans un moment où la campagne présidentielle a à ce point-là été tournée autour de l'enjeu du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'il était quasiment possible de rien d'autre, le pouvoir d'achat fonctionnait un peu comme un signifiant vide, si on veut, c'est-à-dire un terme dont on ne savait pas très bien quel était le contenu propre, et il y avait une bataille politique entre... même Valérie Pécresse se déclarait comme étant la candidate du pouvoir d'achat.
Donc tout le monde se déclarait candidat du pouvoir d'achat, et du coup l'enjeu de la présidentielle, c'était aussi d'arriver à politiser le pouvoir d'achat, et du coup de s'intégrer dans cette dynamique-là pour lui donner un contenu, et lier la question du pouvoir d'achat aux enjeux d'inégalité sociale et aux enjeux écologiques autour des thématiques de la règle verte. Ça permettait de donner un contenu politique et écologique au pouvoir d'achat, et de lier le pouvoir d'achat à la justice sociale. Et il y avait une demande dans ce sens, et disons que cette dynamique-là permet d'expliquer aussi, peut-être en un sens, le score de Jean-Luc Mélenchon et le score de Yannick Jadot, qui incarnait, lui, une écologie plutôt... alors, je ne dis pas que dans son discours, il n'y avait pas la dimension de justice sociale, mais quand on regarde sociologiquement les gens qui ont voté pour lui, c'est des gens qui, finalement, ne faisaient pas de la justice sociale une dimension tout à fait une dimension déterminante. Il y a toujours eu, depuis le début du mouvement climat, une tension entre une aile radicale, très anticapitaliste, prêt à participer à des actions de désobéissance civile, qui se matérialisait par le soutien aux Gilets jaunes, et une aile plus réformiste, qui se montrait hostile vis-à-vis du système capitaliste, mais avait un rapport un peu ambigu, c'est-à-dire qui disait que oui, je suis plutôt d'accord avec le fait qu'il faut sortir du système capitaliste, qui était ambigu sur la question des gestes individuels, sur le fait est-ce que c'est les gestes individuels ou pas qui changent les choses, et qui se traduisent aussi par une indifférence ou une méfiance vis-à-vis des Gilets jaunes. Et cette question des Gilets jaunes, cette question du rapport aux autres luttes sociales, elle a été déterminante dans le mouvement social, et je crois que le mouvement pour le climat a pris cette question extrêmement au sérieux et a fait son choix stratégique. Enfin, je pense qu'Alma en parlera mieux, mais ça a permis aussi de nourrir des dynamiques politiques qui permettaient à des gens qui étaient plutôt orientés sur les enjeux d'inégalité sociale ou de pouvoir d'achat, de donner un contenu écologique à cette revendication-là, et du coup de politiser l'écologie en vue de la justice sociale. Donc, j'en finirai très rapidement par cette question de l'écologie populaire. Pourquoi ça me semble important au vu des résultats sociologiques qu'on a obtenus. Et je me permets de faire un discours de cette manière-là, dans cette ambiance-là. Ce n'est pas le discours qu'on tiendrait aussi d'une manière identique dans un milieu académique, mais je pense qu'on est aussi là pour discuter d'enjeux plus stratégiques. Donc, je tiens juste à préciser que disons que on a des chiffres, mais aussi l'analyse qu'on en fait est aussi soumise à discussion. Et donc, c'est pas parce qu'il y a le titre académique ou titre universitaire que la parole vaut scientificité. C'est aussi là pour pouvoir échanger avec vous et discuter politique et stratégique. Donc, j'espère que vous ne prendrez pas ce que je dis pour argent comptant. Mais non, simplement sur l'écologie populaire. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que déjà au sein du mouvement climat et chez les gens qui se mobilisent sur les enjeux climatiques, l'écologie centrée sur elle-même, déconnectée des enjeux de critique du système capitaliste et des enjeux inégalitaires, est minoritaire, a été minoritaire dès le début du mouvement, et cette part s'est affaiblie progressivement. Elle est minoritaire à la fois dans le mouvement pour le climat et en un sens dans les urnes par les derniers résultats électoraux, et que finalement cette dynamique d'une écologie intégrée dans un réseau de lutte plus large fait progressivement son chemin. Chez les soutiens distants aussi, on voit que c'est par le fait d'être engagé sur d'autres thématiques qui parfois peut ramener à une politisation sur les enjeux écologiques. C'est parfois le fait d'être engagé dans un mouvement féministe ou engagé dans une lutte sociale qui permet de raccrocher à la fois un vote de gauche et puis de politiser progressivement son discours sur les enjeux climatiques. Et puis ce discours critique du système capitaliste et des inégalités, c'est-à-dire une écologie qui prenne au sérieux les enjeux d'inégalité sociale, donc elle rentre en résonance avec la majorité du mouvement climat, en résonance avec les aspirations sociales d'autres mouvements, y compris les mouvements des Gilets jaunes. Ça s'inscrit dans un imaginaire global qui politise la thématique du pouvoir d'achat en lui donnant une signification aussi écologique et en montrant que le pouvoir d'achat, c'est pas acheter tout et n'importe quoi, c'est aussi
pouvoir avoir l'opportunité de consommer mieux. Et je finis simplement en rappelant une autre enquête qu'on a menée sur les Gilets jaunes et qui confirme un peu cette question-là. On s'était interrogé au départ sur l'écologie des Gilets jaunes. Est-ce que les Gilets jaunes sont écologiques, avec ce discours un peu ambiant qui consistait à dire que les Gilets jaunes, finalement, ils étaient anti-écologistes, ils refusaient la taxe carbone. Les enquêtes qu'on a menées, elles montrent que les Gilets jaunes se pensaient écologistes, mais se pensaient écologistes contre l'écologie des riches. Ce qui remettait en cause, c'était l'écologie des riches contre l'écologie des pauvres. Et cette écologie, leur écologie, la manière dont ils l'a thématisée autour de 3 piliers un peu centraux. La critique de l'aménagement du territoire. On n'a pas d'autre solution pour se déplacer. Si on avait d'autres solutions, bien sûr qu'on utiliserait moins la voiture. La fiscalité juste. C'est nous qui payons, mais ceux qui polluent le plus, finalement, ne payent pas à la mesure de ceux qui le polluent. Et la valorisation de la consommation locale. Moi, j'aimerais bien acheter chez le boucher du coin, mais soit il a fermé et du coup c'est pas possible, soit j'aimerais bien acheter moins de viande mais de la meilleure, mais la seule viande qu'on peut acheter c'est de la merde. Enfin, c'est beaucoup ces discours-là, une valorisation du tissu social local qu'ils voyaient se désagréger sous les yeux. Et c'est pour ça, à mon avis, que les liens entre le mouvement climat et les Gilets jaunes ont été les plus forts autour de la critique d'Amazon et des blocages d'Amazon, qui arrivaient parfaitement finalement à synthétiser à la fois les aspirations écologiques des militants pour le climat, et en même temps qui parvenaient à s'inscrire dans cet imaginaire d'une écologie populaire qui ne se faisait pas au détriment des plus pauvres. Et je crois donc que, pour conclure, ce que montre la période, ce qu'a montré la campagne présidentielle, c'est que cette mobilisation pour le climat, elle s'est progressivement, depuis 4 ans, elle a progressivement renforcé ses liens avec les autres luttes sociales, et ça a donné lieu à un imaginaire de l'écologie intégré dans la question de la justice sociale, dans la question des inégalités, aussi dans un imaginaire féministe et antiraciste. La marche pour le futur qui s'est passée la veille du premier tour de l'élection présidentielle, c'est aussi cet imaginaire qui est mis en avant de finalement cette envie de justice, cette envie d'un monde plus écologique et plus social. Il est partagé par des mouvements a priori très différents, que ça conduit du coup à polariser l'écologie à gauche et à renforcer un pôle qui articule de manière très forte écologie et justice sociale. De plus en plus, voter sur les enjeux écologiques, c'est aussi voter sur les enjeux d'inégalité sociale, et que l'enjeu à présent, face à un mouvement pour le climat qui est quand même très centré sur les classes supérieures. Encore aujourd'hui, dans toutes nos enquêtes, c'est autour de 50% des gens qui sont fils ou filles de cadres et professions intellectuelles supérieures, ou cadres et professions intellectuelles supérieures dans les manifestations transgénérationnelles. L'enjeu est d'intégrer tous ces éléments d'une imaginaire de l'écologie populaire dans un grand récit pour arriver aussi à renforcer encore cette base, et renforcer le vote sur les enjeux climatiques, et le renforcer en le polarisant sur une aile critique du système économique. Est-ce que tu veux, tu as une analyse aussi un peu de ce type-là, quantitative? Là, du coup, Alors, ce ne sera pas quantitatif, mais ça sera un peu sous l'angle sociologique aussi. Ok, vas-y. Du coup, pardon, non, mais c'est parce qu'on s'organise entre nous. C'est une conférence autogérée. Ouais. Merci beaucoup Maxime pour tous ces éclairages que j'ai trouvés extrêmement passionnants. Alors moi je vais vous parler de l'engagement des ingénieurs. Alors le lien avec les mouvements climat, c'est que beaucoup d'ingénieurs, et je vais évidemment y revenir, se sont engagés et se sont sensibilisés aux enjeux écologiques, et notamment à une dimension politique par les mobilisations climat, notamment les marches du climat. Alors pourquoi je me suis intéressé aux ingénieurs? Je vais d'abord vous parler du paradoxe qui, moi, m'a poussé à m'intéresser à ce sujet-là. Je vais vous parler de l'histoire des ingénieurs pour essayer de souligner l'originalité, finalement, de l'introduction de ce corps professionnel dans les mobilisations climat, ou en tout cas une fraction de ce corps professionnel. Je vais vous parler de l'évolution de leur militantisme. Le militantisme est, comme a pu souligner Maxime, sur un cadre qui dépasse largement les ingénieurs, mais le militantisme a largement évolué entre le milieu des années 2010 et aujourd'hui. Je vais essayer d'accentuer sur pourquoi ce militantisme a évolué, quelle forme ce militantisme prend, quelles sont les catégories d'action.
et j'en viendrai sur quelles sont les idées qui sont discutées au sein de ces ingénieurs engagés pour l'écologie. Alors l'idée, c'est pas de dire que les idées qui sont discutées au sein des ingénieurs sont mieux ou moins bien que dans l'ensemble des mobilisations climat. Ce qui est intéressant, c'est que les ingénieurs posent un certain nombre de questions qui sont liées à la nature de leurs activités professionnelles, à la place qu'ils et elles ont pris dans la société, et que, à mon sens, les questions posées par les ingénieurs ont tout intérêt à être repris plus largement dans les mobilisations climat et dans les théories poétiques sur l'écologie et sur les stratégies poétiques également à mettre en œuvre. Alors pourquoi s'intéresser à l'engagement écologique des ingénieurs? Mais tout d'abord parce que ça semble être un paradoxe assez intéressant. Pourquoi? Parce que le mouvement écologique tel qu'il s'insère dans les pays européens, dans les pays occidentaux plus largement, et notamment en France, il s'est constitué, plus particulièrement en France, avec les ingénieurs comme adversaires. Quand les mouvements écologistes s'ancrent en France dans les années 60-70, ils s'articulent notamment autour des luttes antinucléaires. Et quels sont les adversaires des mouvements écologistes? L'incarnation, c'est un peu l'ingénieur qui travaille soit au CEA, soit à EDF, et qui est perçu comme un être prométhéen qui a pour objectif de maîtriser la matière et de détruire le vivant pour construire des artifices, des produits, des machines, etc. Or, ce qu'on observe, c'est des ingénieurs qui aujourd'hui se revendiquent écologistes. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment ont évolué les idées à propos des sciences, à propos de la technique et à propos de la politique. Alors, de quels ingénieurs je parle? Moi, mon enquête, c'est centrée sur les ingénieurs qui sont engagés dans des structures associatives, qui se revendiquent ou non du militantisme, qui ont de fait des pratiques militantes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la fin des années 2010, on a observé la création concomitante de plusieurs organisations que vous connaissez peut-être. Donc il s'agit notamment de Ingénieurs engagés, de l'association La Bascule, pour un réveil écologique, ou encore de Together for Earth. Donc moi, je m'intéresse à ces ingénieurs-là. Alors il faut savoir que ce sont principalement des ingénieurs jeunes, c'est-à-dire qu'ils sont soit encore en école, soit qu'ils et elles ont été diplômés depuis 5 à 10 ans, donc en début de carrière. Donc ce ne sont pas des ingénieurs, et on pourrait y revenir dans la discussion, ils n'ont pas du tout la même vision de l'écologie et de la politique que les ingénieurs qui sont en milieu de carrière ou en fin de carrière. Mais là, on retrouve la dimension générationnelle dont parlait Maxime à l'instant. Alors je vais commencer par rappeler l'histoire un peu des ingénieurs, pour encore une fois souligner l'originalité de leur engagement. Les ingénieurs en France, ils ont un statut particulier. L'ingénieur français n'a pas grand-chose à voir par sa position sociale que les ingénieurs, notamment dans les pays anglo-saxons. Les ingénieurs en France, ce sont d'abord des officiers militaires. Les ingénieurs en France, c'est une profession qui commence à se structurer à partir du XVIe siècle. Et ces ingénieurs qui sont dans des corps militaires, notamment le corps de l'artillerie, le corps du génie. Un ingénieur connu du corps du génie, c'est Vauban. Le corps du génie, il avait pour fonction de construire les fortifications au moment où se développe l'artillerie, le canon, etc. Donc les ingénieurs sont d'abord des militaires, et ce sont des gens qui sont intégrés à l'intérieur de l'administration. Ils ont un grade professionnel. Il n'y a pas de diplôme d'ingénieur au XVIe siècle. Les premiers diplômes d'ingénieur, c'est l'école centrale, et c'est à partir de 1829. Donc les ingénieurs sont des individus qui travaillent au sein de l'État. Les corps vont se diversifier, donc c'est toujours des corps techniques. Donc il y a les corps militaires, on va avoir aussi des corps civils, comme le corps des ponts et chaussées, que vous connaissez sans doute, donc qui va avoir pour fonction de construire les voies de communication en France. Pourquoi? Pour des questions économiques, c'est-à-dire que construire des meilleures voies de communication, ça permet de mieux taxer les marchands et donc d'augmenter la fortune du royaume. Il faut se rappeler que l'ingénierie, c'est un art. Alors quand on pose la question aux ingénieurs, qu'on demande de définir leur activité, leur fonction, c'est toujours un silence assez perdu. On sent une forme de désarroi. Ce qui est intéressant, et je reviendrai plus tard dans la présentation, c'est qu'on peut voir le métier des ingénieurs comme un art, au sens des arts et métiers. Et l'art des ingénieurs, c'est l'art de combiner des choses hétérogènes, notamment combiner des intentions sociales, des demandes qu'on pourrait appeler par exemple un cahier des charges, et de combiner ça avec des causes naturelles. Alors je vais prendre un exemple très simple, c'est que quand on demande aux ingénieurs du corps du génie de construire une fortification, il y a une demande sociale. Cette demande sociale, c'est les demandes des officiers qui demandent d'avoir tant de militaires dans la fortification. C'est des demandes économiques, les intendants qui demandent que la fortification ne dépasse pas un certain coût. Et ces ingénieurs doivent prendre en compte les causes naturelles, c'est-à-dire qu'ils doivent étudier le terrain, ils vont étudier les matériaux, ils vont travailler sur les angles géométriques pour construire au mieux leur fortification. Et c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui. C'est que les ingénieurs, même si ce n'est pas quelque chose qui est explicite dans les esprits, c'est toujours l'art de combiner des choses hétérogènes, des choses qui relèvent plutôt du monde social et des choses qui relèvent plutôt des lois naturelles. Les ingénieurs, et je finis un peu là-dessus sur les dimensions historiques, donc ce sont d'abord des fonctionnaires qui ont un grade professionnel, qui sont des hauts fonctionnaires. Et on va avoir une diversification à partir du 19e siècle. On va avoir des ingénieurs industriels. Alors il va y avoir une forte tension entre ces deux métiers qui, en apparence, sont très différents.
mais ces ingénieurs, qui soient industriels ou qui soient fonctionnaires, donc des hauts fonctionnaires, vont avoir des activités communes au 19e siècle, ça va être les fers de lance de la modernisation. C'est-à-dire qu'on va avoir des ingénieurs industriels qui vont concevoir des innovations techniques, notamment dans le domaine du transport, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'agriculture. Et on va avoir les ingénieurs hauts fonctionnaires qui vont avoir pour tâche de planifier ces innovations et de les rendre effectives sur l'ensemble du territoire. Juste pour, donc, dernière chose encore, cet art de la combinaison des choses hétérogènes va être progressivement cadenassé par des règles économiques. Et ça, on le voit très bien à partir du 19e siècle. C'est-à-dire que les demandes sociales, qui sont à l'origine des artefacts produits, des artifices produits par les ingénieurs, vont être peu à peu cadenassés par des règles économiques qui vont être perçues comme intangibles. Alors qu'est-ce qui les rend intangibles? C'est notamment leur aspect mathématique. Bon, c'est des théories économiques qui sont très situées, c'est les théories orthodoxes qui considèrent que les règles économiques finalement sont assimilables à des lois de la nature. Et on a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui donc là je fais le lien entre les ingénieurs du 19e siècle et aujourd'hui, mais l'une des analogies, c'est qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui ont le sentiment qu'il n'est pas possible de faire autrement dans la production d'artefacts, dans la production de machines, quelle que soit la production qu'on leur demande de faire. Ils n'ont pas l'impression qu'on puisse faire autrement, puisque ces demandes sociales, finalement, elles sont cadenassées par les règles économiques, c'est-à-dire des règles de compétitivité, de concurrence, enfin des règles qui, je pense que vous connaissez bien. Toutefois, et encore une fois, Maxime le soulignait tout à l'heure, on a une dynamique, donc là je fais un saut dans le temps, pardonnez-moi pour ces passages, si je fais un saut dans le temps et si je parle plus d'aujourd'hui, on a des ingénieurs donc, qui ne sont pas insensibles à la dynamique écologique qui est en place depuis, qui s'est accentuée ces dernières années, mais voilà, on s'en rend quand même, les rapports du GIEC ont un certain quand même effet depuis, à mon sens, depuis le début des années 2010. Et on a des ingénieurs qui ont commencé à se mobiliser et qui ont tout d'abord cherché à avoir des actions davantage des dispositifs de sensibilisation qu'on pourrait appeler experts et pédagogiques. C'est-à-dire que les ingénieurs ont une certaine formation qui est spécifique, donc c'est des classes préparatoires et puis des écoles d'ingénieurs, et donc qui formatent une certaine conception du monde, une certaine manière d'aller chercher l'information. Et on a des ingénieurs donc, qui ont commencé à se mobiliser dans les mouvements climat, tout d'abord en essayant d'avoir des actions pédagogiques, en essayant de vulgariser les rapports du GIEC, les rapports de l'IPBES, en essayant d'expliquer finalement physiquement qu'est-ce qui se passait, en quoi consiste le changement climatique. Ces mobilisations d'ingénieurs, elles sont tout d'abord apolitiques. On a des ingénieurs qui, enfin, elles ne sont pas apolitiques, mais on a des ingénieurs qui se revendiquent apolitiques. Alors pourquoi? On a des ingénieurs qui ont incorporé une façon de voir les sciences qui est, on va dire, qu'on pourrait caractériser de positiviste. C'est-à-dire avec l'idée que les sciences et les sociétés sont séparées, ce sont des choses très distinctes. Les scientifiques et les ingénieurs sont d'une certaine manière les porte-paroles des phénomènes naturels. Et les politiques sont les porte-paroles de la société civile, des citoyens et des citoyennes. Et il n'y a pas de solution de continuité entre ces deux espaces-là. Donc on a des ingénieurs qui se sont, et ça explique ces mobilisations sous l'angle de la pédagogie, de l'expertise, qui disent nous on est là pour expliquer comment physiquement le changement climatique procède, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe quand on a plus 3 degrés, comment on peut prévoir l'augmentation du niveau de la mer, la fonte des glaciers, les différences territoriales à ce sujet-là, mais qui considérait que voilà, la politique c'est quelque chose d'irrationnel, c'est quelque chose qui est chargé d'affect. On a des ingénieurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec ces questions-là. Donc les ingénieurs ont commencé à se mobiliser sous l'angle de l'expertise et de la pédagogie, et on a vu des évolutions également dans le cadre professionnel. On a vu quelque chose émerger que vous connaissez peut-être, qui est l'écologie industrielle à partir du début du XXIe siècle, à partir des années 2000. Donc des ingénieurs qui, sensibles aux questions écologiques, essayent de transformer de l'intérieur leur organisation économique, des entreprises, dit autrement, et qui cherchent à, on va dire, réduire les flux de matière, les flux d'énergie pour essayer de faire des économies. Donc là, on est complètement dans l'ère des petits pas. Et ça caractérise vraiment le début des mobilisations climat, enfin en tout cas de l'engagement climatique des ingénieurs à ce moment-là. Or, on a une transformation assez radicale depuis la fin des années 2010, donc au moment où vont se créer les associations dont je vous parlais à l'instant. Et donc on va avoir des ingénieurs qui vont beaucoup plus entrer en politique. On a aujourd'hui des formations, des collectifs d'ingénieurs qui se revendiquent anticapitalistes, anti-impérialistes, donc quelque chose qui peut sembler étrange quand on pense à l'histoire des ingénieurs dont je vous parlais, le fait que les ingénieurs avaient des positions extrêmement élevées dans la société, que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors comment on peut expliquer cette bifurcation du diagnostic porté sur les questions écologiques par les ingénieurs? Alors ça va être déjà par des
entrepreneurs de cause, des gens comme Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être, donc un ingénieur polytechnicien, qui a beaucoup travaillé sur le bilan carbone. Ça fait partie, c'est celui qui a créé le bilan carbone et qui l'a popularisé à la fois en France et à la dimension et à l'échelle internationale. Et Jean-Marc Jancovici va avoir un discours qu'on peut considérer comme hybridé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est un discours qui ne fait plus la césure entre société et science, que je vous disais à l'instant, donc la position positiviste, mais qui va faire le lien entre des équations de thermodynamique et le quotidien des gens. Alors c'est des choses qui peuvent sembler une analyse a priori un peu baroque, mais qui va expliquer que effectivement l'augmentation de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, l'augmentation des gaz à effet de serre, du CO2, du protoxyde d'azote, eh bien ça conduit à un changement de climat, et donc ça a une incidence par exemple directe sur la production agricole. Et donc on va avoir des ingénieurs qui, je vous le répète, ont un tropisme qui est tourné vers l'appréhension du monde comme un fonctionnement scientifique avec des lois, qui vont être extrêmement sensibles et qui vont être de plus en plus sensibles à la perspective catastrophiste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes ingénieurs qui incorporent ce discours-là et qui se disent, bon, ça fait 30 ans qu'on sait pour le changement climatique, on a tout un tas de discours dans le monde social et politique qui ont émergé pour prendre en charge ces questions écologiques, cette catastrophe. Alors on a eu d'abord le développement durable à partir des années 80, alors aujourd'hui on parle plus de transition écologique, mais on a tout un tas de théories qui étaient censées être mises en œuvre autant d'un point de vue de politique publique et d'un point de vue de fonctionnement économique. Et toutes ces mesures ont eu un effet nul. C'est-à-dire que les prévisions du GIEC sont de plus en plus inquiétantes, l'exploitation sociale n'a pas cessé, enfin on a toujours une destruction des écosystèmes. Et donc on a beaucoup d'ingénieurs qui étaient, donc je vous le rappelle, qui avaient une position qui se revendiquait apolitique, parce que la politique c'est quelque chose d'irrationnel, chargé d'affect, des gens qui cherchent à expliquer les enjeux d'un point de vue scientifique, et qui se disent, voilà, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. C'est là où, je le répète, je parle des jeunes ingénieurs. Donc ces gens se disent ne suffit plus, et donc il y a un échec des mesures, et donc il faut changer diamétralement. Et donc ces ingénieurs, ils vont commencer à participer au marche climat, ils vont essayer de changer les choses dans leur entreprise, et souvent quand il s'agit de changer les choses dans l'entreprise, les choses se gâtent, parce que quand il s'agit de faire autre chose que des petits pas, c'est-à-dire autre chose que d'essayer de trier les déchets et d'enlever les touillettes de la machine à café, on a souvent, enfin ces ingénieurs, moi c'est ce qu'on me dit en entretien, c'est des ingénieurs qui m'expliquent que les managers, pour elles et ils, c'est hors de question. Il n'est pas question que l'écologisation de l'entreprise passe par des pertes de profit. Et donc on a des ingénieurs qui peuvent avoir des bifurcations radicales. J'ai un ingénieur qui bossait à HSBC London et qui est devenu néo-paysan en Guadeloupe. Donc là, ça peut sembler être assez intriguant. Ce n'est pas le parcours le plus classique quand on est ingénieur data scientist à Londres. Donc, on a des ingénieurs qui disent, bon voilà, on ne peut plus faire des petits pas, il faut avoir une action beaucoup plus conséquente, et qui font face aux règles économiques qui sont venues cadenasser leur travail, leur activité professionnelle, ce que je vous disais il y a quelques instants. Et donc, on va avoir des ingénieurs qui, malgré eux, en tout cas c'est comme ça que moi je le perçois dans les discours, qui malgré eux et malgré ils, vont devoir se tourner vers le politique. Donc quelque chose qui leur est... il n'y a pas de capital militantisme. On a beaucoup d'ingénieurs qui viennent des classes plutôt aisées, socialement parlant et économiquement parlant, qui n'ont jamais milité pour la plupart de leur vie et qui se trouvent à devoir se saisir de la politique comme un instrument. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui s'investissent en politique et avec l'idée que c'est le dernier endroit où on n'a pas testé. On a testé de faire de la pédagogie, on a essayé de changer les choses en entreprise, ça ne fonctionne pas, donc il ne reste que la politique. Donc c'est vraiment un choix, c'est instrumental, ça apparaît comme un choix par défaut. Donc quelles sont les actions qui sont menées dans cette perspective-là en se saisissant du politique? Alors il y a plusieurs genres, je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais il y a quelques actions qui me semblent intéressantes. L'Association pour un réveil écologique dont je vous parlais a choisi la stratégie du boycott professionnel. C'est-à-dire que c'est une association qui a été fondée par... Alors, on est toujours biaisé, c'est-à-dire qu'on a toujours des étudiants qui sortent des écoles d'élite. Pour un réveil écologique, c'est une association qui a été créée par des étudiants, des étudiantes de l'ENS, de Polytechnique, d'HEC. Donc, on est bien situé quand même socialement parlant, mais qui ont comme initiative de prendre contact avec les entreprises. La plupart des entreprises, c'est des grandes entreprises du CAC 40, qui posent des exigences en termes social et écologiques, et qui, en fonction des réponses, alors généralement c'est des réponses qui sont apportées par les services RH, choisissent ou pas de proposer un boycott aux ingénieurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant en soi, mais qui est évidemment pas accessible à l'ensemble des ingénieurs, puisqu'on a un champ professionnel qui est extrêmement disparate. Vous avez les meilleures écoles comme Polytechnique, comme Centrale, qui peuvent avoir des trajectoires extrêmement diversifiés, choisis, qui peuvent toujours se retourner. On peut avoir des ingénieurs polytechniciens qui arrêter de travailler pour se consacrer aux enjeux écologiques et ensuite reprendre
dans un grand département de Bercy, par exemple. Ça, c'est une possibilité qui n'est pas du tout offerte aux ingénieurs industriels qui sortent des écoles de province, comme moi, ce que j'ai pu faire à Toulouse, à Bordeaux, etc. Un autre type d'action des ingénieurs, ça va être donc d'essayer de redéfinir le métier d'ingénieur. On a beaucoup d'ingénieurs qui réfléchissent à comment essayer d'écologiser le métier en essayant justement de prendre en compte l'idée que les ingénieurs avaient une position prométhéenne, essayer de transformer la matière sans aucune considération pour les effets sanitaires et écologiques, et essayer de redéfinir qu'est-ce que serait un travail d'ingénieur durable. Et là, on a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est la question de l'industrie. Pourquoi la question de l'industrie est intéressante? Parce que là, on retrouve sur la polarisation de l'écologie. Effectivement, l'écologie, c'est quel est le projet. On ne peut pas considérer a priori qu'elle soit de droite ou de gauche. Et on a l'industrie a pris. Bon, l'industrie, c'est le principal employeur des ingénieurs en France. C'est 95% des ingénieurs qui ne sont pas fonctionnaires et qui travaillent dans le secteur privé, donc beaucoup dans l'industrie. Et l'industrie, dans le mythe collectif depuis le 19e siècle, c'est la condition du progrès social. L'industrie a pris une place conséquente et on a aujourd'hui beaucoup d'ingénieurs qui se posent la question que faire de l'industrie? Dans la mesure où l'industrie détruit la nature et à partir du moment où on ne peut pas changer de l'intérieur, que faire? Donc on a beaucoup d'ingénieurs qui essayent de réfléchir à une autre type d'ingénierie qui, de ce fait, bifurque. Et j'imagine que vous avez entendu parler des cérémonies de remise des diplômes, on a des tribunes politiques d'ingénieurs lors de ces cérémonies de remise des diplômes, que ce soit à AgroParisTech ou à Polytechnique. Et donc on a des ingénieurs qui choisissent de s'écarter et de développer d'autres types d'activités. Alors ça peut être dans le domaine maraîcher, par exemple, quand on a des ingénieurs agronomes, mais ça peut être également des communautés low-tech, donc des ingénieurs qui essayent de proposer des artifices, des artefacts qui soient à la fois qui n'exploitent ni la nature ni les êtres humains et qui puissent permettre de construire de nouvelles organisations sociales. J'en arrive à la conclusion parce que je pense que j'ai déjà trop parlé. Non, mais de toute façon, voilà, le plus important, je pense que ce sera si vous avez des questions, je serai évidemment très, très heureux d'y répondre. Là, les mobilisations des ingénieurs qui affrontent ces questions donc, de l'industrie, des organisations économiques, permettent de rompre un certain nombre de préjugés qui sont ancrés depuis le 19e siècle, et notamment ce qu'on nous répète de manière permanente, c'est qu'il y a un déterminisme technique. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup quand il s'agit de règles économiques. Il n'y a pas d'alternative, on est obligé de faire comme on fait toujours depuis les années 1980. On a quelque chose de semblable en sciences et techniques avec l'idée que toujours la perspective positiviste, les sciences et techniques sont désencastrées de la société et on est finalement dépendant des lois de la nature, on ne peut pas faire autrement. Et là, ce que montrent ces ingénieurs par ces mobilisations climat, et c'est moi c'est l'idée que j'aimerais défendre, c'est montre bien que le déterminisme technique il n'existe pas. Et je reviens à l'art des ingénieurs, qui est l'art de combiner des choses hétérogènes. Les artifices et les artefacts qui sont produits, ils sont déterminés parce qu'il y a certaines demandes sociales. Et ces demandes sociales, c'est des demandes capitalistes. Donc on va produire des artifices pour, non pas apporter un bien-être social supplémentaire, mais pour principalement provoquer du profit supplémentaire. Donc en fait, la production technique, elle n'est pas du tout indépendante des demandes sociales, et on a des ingénieurs qui tentent justement de reformuler ces demandes sociales qui sont à l'origine de leur activité professionnelle et qui nécessitent donc, qui doivent provoquer de nouvelles organisations sociales. C'est-à-dire que ça demande à changer le rapport que l'on a tous incorporé depuis plus de 40 ans, notre rapport à l'énergie, le rapport au transport, le rapport à l'alimentation. Et ça, donc, pardonnez-moi, je finis juste là-dessus, ça demande aussi, donc ça pose la question du travail. Et là, on a des ingénieurs qui de plus en plus, s'investissent, de plus en plus. On est sur une fraction qui n'est pas majoritaire au sein des ingénieurs, mais parmi les ingénieurs engagés pour l'écologie, on a beaucoup d'ingénieurs qui cherchent à s'investir dans les syndicats, puisque, en dernière analyse, on peut considérer, et c'était la question qu'a abordée hier Razmik Kechoyan sur les besoins, c'est qu'on peut considérer qu'il y aura toujours des besoins essentiels, que ce soit en termes énergétiques, de transport, de logement. Donc à partir du moment où on considère que on ne changera pas ces activités. En tout cas, ces activités seront toujours présentes. Comment on les façonne, comment on conçoit des artifices qui servent vraiment le bien-être des gens. Et donc là, ça pose la question de la politisation du travail. C'est-à-dire comment on va changer le travail des ingénieurs dans les entreprises. Alors, on peut considérer qu'il n'y aura plus de grandes entreprises, mais on peut considérer qu'il y aura toujours des entreprises pour produire un certain nombre de marchandises qui nous sont utiles. Et donc on a ces ingénieurs qui réfléchissent en tout cas à comment politiser le travail au sein des entreprises qui existent, parce qu'elles sont toujours là, Total existe toujours, comment on politise l'activité au sein des entreprises pour les changer et puis pour avoir un fonctionnement plus démocratique et un fonctionnement plus écologique pour les ingénieurs.
Donc moi, je vais essayer je vais être plus brève. Je ne vais pas remonter non plus à la genèse de ce qu'on a fait dans le mouvement climat et ce que j'ai essayé de faire dans l'élection, mais très synthétiquement parce que tu en as parlé. C'était assez rigolo, c'était assez chouette d'ailleurs d'entendre. Cette analyse que tu as déroulée d'un mouvement effectivement qui s'est posé beaucoup de questions ces 7 dernières années, qui n'est pas toujours sûr d'avoir réussi complètement d'aller là où il voulait aller et en même temps de voir que ça a eu quand même des effets profonds. Donc quand tu parlais d'Amazon, peut-être pour resituer, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais en fait j'étais la coordinatrice on va dire de la lutte contre Amazon en France, et du coup effectivement la lutte écologique et sociale, on va dire la lutte où on a réussi à se retrouver avec les Gilets jaunes assez vite après le début du mouvement, qui, comme vous le savez, était parti quand même sur des questions du coût de la vie, mais aussi du coût de l'écologie ou du coût de la politique écologique néolibérale voulue par Emmanuel Macron. Et à partir de ce moment-là, en fait, via la lutte contre Amazon et après en élargissant ce champ justement à l'industrie, aux questions d'écologie et d'emploi, et d'écologie et de pouvoir d'achat, on a voulu, notamment aux Amis de la Terre, vraiment faire émerger ce que tu appelles l'écologie populaire, c'est-à-dire, et qui a été effectivement, moi je trouve quand même assez bien incarné par la France insoumise lors de l'élection présidentielle et législative, c'est-à-dire une autre version de l'écologie, une écologie qui part des besoins, des réalités des classes populaires, et qui surtout, en fait, et qui admet que l'écologie telle qu'on nous l'a présentée dans les médias et dans l'espace public depuis des années n'est pas neutre. En fait, et c'est ça justement ce que tu disais sur la question de l'ingénierie, de l'écologie présentée comme un fait scientifique. C'est une réalité scientifique et technique, mais il y a, en fait, le discours dans les médias soi-disant neutre ne l'est absolument pas. Et la manière de présenter les enjeux écologiques n'a jamais été neutre, et en fait était une écologie très orientée par les intérêts des classes supérieures. Et en fait, on doit faire face aujourd'hui, on passe après une vingtaine d'années en fait de thématisation de l'écologie contre les classes populaires, que ce soit fait vraiment exprès ou que ce soit inconscient. Je ne dis pas qu'il y a un grand complot, mais littéralement. Et on voit ça pas mal évoluer cet été, justement sur la question de la ressource, notamment du partage de la ressource en eau, de qui consomme l'eau, qui a le droit de consommer l'eau, les jets privés, etc. On voit un début d'orientation un peu différente des thématiques écologiques. Moi, quand je vois BFM TV faire des plateaux entiers où il y a marqué est-ce que les riches polluent vraiment le plus, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même assez fou. Je veux dire, ça fait quand même 7 ans que le climat est ma priorité absolue matin, midi et soir, et j'avais jamais vu ça. Donc je vois quand même un changement, les prémices d'un changement. Et d'ailleurs, ma collaboratrice MC me disait que justement Bernard Arnault et d'autres milliardaires paniquent à l'idée d'être traqués dans leurs déplacements en jet privé, et que maintenant ils réfléchissent à comment cacher les plaques d'immatriculation. On est vraiment dans une course de vitesse. Donc ils paniquent effectivement sur un certain ressentiment qui ne serait plus seulement des inégalités sociales, mais des inégalités écologiques, puisqu'en fait, les inégalités écologiques sont des inégalités sociales parmi d'autres. Je veux dire, la richesse, c'est la monnaie, mais c'est aussi ce qu'on peut mettre dans son assiette, ce qu'on peut boire comme eau, si on peut se chauffer. En fait, finalement, c'est la même chose, et ça a toujours été la même chose, mais on l'avait oublié. Et du coup, avec le sentiment qu'il fallait que cette ligne, l'écologie populaire, émerge, mais qu'elle ne l'était pas encore, et que les gens avait encore beaucoup de préjugés effectivement sur l'écologie, vu le travail de sape médiatique fait depuis des années. Et notamment, je me souviens, moi, avoir participé à un plateau sur LCI, je crois, où c'était l'écologie contre les emplois. C'était le titre du plateau. Écologie versus emploi, que faut-il choisir ? Que faut-il choisir ? C'est même pas faut-il choisir. C'était donc en fait, depuis des années, ils vous présentent mécaniquement comme l'écologie comme une machine à broyer les emplois des pauvres ouvriers notamment et des industries. Donc ça, c'est une première chose. Donc la fabrication du chômage. Et puis l'écologie, évidemment, comme ce qui va vous faire les poches, c'est comme ce qui est vraiment l'antithèse du pouvoir d'achat, et notamment, et là c'est pas tant les médias que l'Union européenne et ses très bonnes idées de taxer le carbone dans tous les secteurs et de miser que sur la taxation comme politique structurelle pour avancer sur les enjeux écologiques plutôt que sur l'encadrement et la réglementation. Donc l'Union européenne suivie allègrement par le gouvernement et sa taxe carbone, ce rattrapage de la taxe carbone
carbone pour combler les caisses de l'État, suite à la réforme de l'ISF. Bref, là, effectivement, l'écologie a été... tout de suite, les priorités et la manière dont le néolibéralisme s'attaque à l'écologie est effectivement problématique pour le pouvoir d'achat. Et je dis ça, j'y reviendrai tout à l'heure, parce qu'on va avoir affaire, à mon avis, à des complications suite à la mise en œuvre de certaines politiques qui sont prévues par l'Union européenne depuis longtemps, qui sont notamment les zones à faible émission dans les métropoles. Et je pourrais reparler parce qu'à Rouen, on a un énorme sujet ZFE dans 10 jours. Voilà, c'est dès le 1er septembre, c'est en application, c'est censé rentrer en application sur la métropole. Bref. Et du coup, peut-être pour revenir, peut-être juste pour finir sur mon parcours, j'ai été très intéressée justement de me présenter sur un territoire où je pensais justement que les enjeux de tension entre écologie et justice sociale et écologie populaire étaient très importants, c'est-à-dire sur un territoire industriel, d'industrie lourde. Je vois Christine qui est là, donc notamment qui a travaillé pendant très longtemps dans une usine de production, la plus grande usine de production d'engrais chimiques d'Europe, donc Borealis, d'où vient mon suppléant Olivier Bruno, qui est à la fois syndicaliste là-bas, mais aussi porte-parole des Gilets jaunes et du Rond-Point des Vaches. Donc voilà, donc on a essayé dans notre candidature commune de synthétiser justement fin du monde et fin du mois autant qu'on le pouvait. Mais ça m'intéressait, au-delà des symboles, vraiment d'aller me confronter à ce que pensent les gens de ce type de territoire, de l'écologie et comment ils l'aperçoivent. Parce que voilà, et je ne vais pas vous mentir, pendant la campagne présidentielle et législative, j'ai très peu parlé de changement climatique. Et malheureusement, on voit que c'est pas ça la priorité première des gens qui vous... c'est normal en même temps, des gens qui vous ouvrent la porte quand on est dans des territoires... Là, c'est vraiment des territoires extrêmement... quand même très pauvres, avec énormément de chômage, avec des enjeux de pouvoir d'achat critiques. Voilà, avec beaucoup de gens qui vous disent qu'ils sautent des repas parce qu'ils n'arrivent plus à faire face au coût de l'énergie. Avec en plus des transports en commun... assez peu développé, plus on s'éloigne de la ville de Rouen, alors que c'est pas du tout des territoires ruraux, hein. Donc c'est vous dire quand même, c'est quand même une métropole, avec des usines, avec beaucoup d'activités économiques, même s'il y a du chômage. Bref, donc autant vous dire que à part le pouvoir d'achat, et en plus dans sa dimension totalement pouvoir d'achat, et même pas inégalité sociale, mon salaire, etc., les gens, ils parlaient pas beaucoup d'autres choses, mais une angoisse diffuse et une crainte justement par rapport à l'écologie et ce que ça pouvait faire justement en termes d'aggravation de la situation. Et moi, je pense que là, on entre dans une période, donc comme vous le savez, au-delà de la crise climatique et de la crise de l'approvisionnement en énergie, qui sont deux choses extrêmement liées, mais qui ne sont pas les mêmes choses exactement, mais c'est une crise de court terme qui nous rattrape avant, on va dire, la crise climatique, même si cet été, on a passé un été absolument catastrophique d'un point de vue de sécheresse et de manque de ressources en eau. On a la crise de l'approvisionnement énergétique et à mon avis, pour le climat, c'est à la fois une opportunité et un énorme risque, quoi. Enfin, en termes de récit politique. Je dis opportunité parce que là, notamment, il y a comment ça s'appelle excusez-moi, Destin commun, qui est aussi un think tank d'analyse qui fait un travail assez complémentaire avec celui de Quantité Critique, qui a justement sondé les Français par rapport à leur perception de la crise énergétique, du manque des difficultés d'approvisionnement, de l'explosion des prix et de ce qu'on allait peut-être connaître cet hiver comme difficulté. Je rappelle que les prévisions, en tout cas, du prix de l'électricité en France pour cet hiver sont absolument délirantes. Enfin, mais délirantes, c'est-à-dire une augmentation de x30 depuis 5 ans. Non, c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on est vraiment face à une espèce de mur total qui va forcément avoir des implications politiques. On a du mal encore à cerner les contours. On pourra y revenir dans le débat. Mais bon, bref, ils ont sondé les Français par rapport à ça. Et c'est vrai qu'un peu mis au pied du mur, on était content quand même de voir qu'il y avait quand même plus de 60% des Français qui, du coup, voyez dans les énergies renouvelables une manière efficace et rapide, on va dire, d'alléger la facture énergétique et d'avancer sur ce problème-là. Donc l'énergie devient un problème de pouvoir d'achat et l'écologie, pour la première fois, j'ai l'impression, commence à être perçue comme un allié pour le porte-monnaie plutôt que comme quelque chose qui va vous matraquer. Parce que
Parce que comme je l'ai dit sur la taxe carbone, comme je l'ai dit un peu sur les ZFE, et je vais y revenir, il y a aussi à l'inverse en ce moment beaucoup de choses qui sont en fait présentées comme des politiques écologiques et qui sont là à l'inverse, qui vont faire payer plus cher aux gens. Et typiquement les ZFE, donc vous voyez tout ce que c'est ou pas vraiment. Donc zone à faible émission. En gros, c'est l'interdiction de circulation des véhicules trop anciens dans les métropoles, en gros. Et dans les différentes communes qui composent des métropoles et qui sont arrêtées, par l'État. Et en fait, on a jusqu'en 2000... Enfin, il y a un calendrier progressif et en fait, les métropoles les mettent en place progressivement. Mais en fait, toutes celles qui ont décidé de commencer à les mettre en place là se heurtent en fait à l'inapplicabilité totale du dispositif dans un contexte de crise sociale aiguë et d'inflation galopante. Et donc Marseille, elle est censée être même en vigueur, mais ils mettent pas les amendes. Et nous, Rouen, c'est pareil. C'est-à-dire plutôt que de reculer sur le dispositif et de dire qu'il est inapplicable parce que les aides de l'État sont insuffisantes, parce qu'il n'y a pas d'annonce suffisante en termes de transport en commun, parce que aussi le dispositif tel que prévu par l'Union européenne est mauvais et foncièrement vicié pour plein de raisons, et j'y reviendrai si ça vous intéresse. Non, ils préfèrent juste dire, en fait, on l'applique, mais on ne l'applique pas puisque vous ne serez pas sanctionné. Donc c'est vraiment une espèce de tiédeur politique qui est très, à mon avis, très, 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 très dommageable. Et on voit effectivement renaître un peu... ce qu'on pouvait entendre aussi, voilà, les craintes vis-à-vis de l'écologie comme une excuse pour taper au porte-monnaie des gens. Et voilà, et donc il y a deux choses qui s'affrontent là de manière très très forte. Et à mon avis, on va rentrer dans une période très troublée où l'écologie va être absolument... Et la bataille sur le récit de l'écologie qui l'emporte, c'est-à-dire le récit néolibéral, l'abondance est finie, les taxes sur les ressources, ou le prix des ressources va augmenter, mais du coup ce sera les plus pauvres qui vont trinquer, et donc une écologie de classe très très forte, où en fait les riches seront beaucoup moins impactés par la crise écologique que les pauvres, ou l'écologie populaire, ça va être à mon avis absolument déterminant sur notre capacité à avancer rapidement dans la réponse au changement climatique. Et le comportement du gouvernement à ce sujet m'inquiète au plus haut point. Soutenu par la droite à l'Assemblée nationale, en fait, ils n'ont cédé sous l'impulsion des Républicains qui, en fait, maintenant sont minoritaires, enfin sont les plus minoritaires de l'Assemblée, mais en fait, par les jeux du parlementarisme, deviennent un peu ceux qui font un peu justement la pluie et le beau temps sur les projets de loi, ce qui est quand même terrible. En fait, les Républicains ont absolument rejeté toutes les mesures de subvention étatique et d'accompagnement écologiques. C'est-à-dire, on voulait rajouter de l'argent sur la table pour la rénovation énergétique. Ça a été un non catégorique. On voulait rajouter 1 milliard. On voulait baisser la TVA sur les billets de train. Ça a été un non catégorique. Alors qu'on sait que dans d'autres pays comme l'Espagne ou l'Allemagne, cet été, les prix des billets de train ont été encadrés. Et alors qu'on sait que sur la rénovation énergétique, dans le cas des passoires énergétiques qui sont extrêmement nombreuses en France, on pourrait économiser jusqu'à 1 000 € par an. Donc en fait, le gain en termes de pouvoir d'achat est plus important que les ristournes faites par le gouvernement sur le prix à la pompe. Mais ces mesures-là, qui étaient vraiment dans le sens du pouvoir d'achat et de l'écologie, ont toutes été balayées par une indifférence totale du RN qui n'en a vraiment strictement, je vous le dis, en dehors des plateaux télé, quand on parle d'écologie, soit ils dorment, soit ils sont pas là, soit ils regardent ailleurs, mais vraiment littéralement, il faut les voir se comporter dans l'hémicycle par rapport à ça. Et LR qui vraiment n'a défendu absolument que les ristournes sur les énergies fossiles. Et tout ce qui concernait autre chose était balayé. Et donc nous avons, voté, et on l'assume, voté pour des aides à l'achat de fuel pour les consommateurs, parce que mis au pied du mur sur le chauffage, c'était trop compliqué. Mais en fait, tout ce qui est passé, ce ne sont que, encore une fois, des subventions et des aides à l'achat d'énergie fossile, et rien qui aurait pu contrebalancer dans le bilan carbone global du projet de loi n'a été adopté. Et on nous a dit non sur absolument tout. Et donc là, vraiment, je suis très très inquiète, effectivement, sur la manière dont le gouvernement appréhende cette crise. Et on verra là cet hiver ce qu'ils vont nous pondre en termes de projet de loi sur le développement des énergies renouvelables. Mais effectivement, la France, je trouve, est engagée dans un schéma narratif et politique qui m'inquiète. Voilà. Mais en même temps, avec une opportunité, puisque la crise énergétique va plus vite que la crise climatique d'une certaine manière et va forcément nous forcer à entamer les gros chantiers qu'on aurait dû entamer il y a 50 ans, quoi, concrètement. Donc ça, c'est peut-être pour le rapport classe populaire, périphérie, à la question de l'écologie et du transport. Et pour finir, une question qui, moi, m'interpelle énormément, c'est la question des jeunes
Et j'y vois un paradoxe assez fort, puisque les jeunes sont du coup la catégorie sociale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais oui, j'imagine, qui est la plus concernée par le climat, d'après ce que tu nous dis, dans le fait que ce soit déterminant dans le vote, etc. Et c'est pourtant la catégorie qui a le moins voté. Aux législatives, l'abstention des 18-24 ans était de 71%. C'est quand même énorme, quoi. Et celle des 25-34 ans était quand même de 69%. Donc, c'est ma génération. Moi, j'ai 32 ans, par exemple. C'est des gens qui, à partir de 30 ans, voilà, qui en général sont quand même bien établis dans la vie. Donc encore, on peut se dire les 18-24 ans, c'est vraiment le début de la vie sociale adulte, etc. Bon, mais même cette abstention chez les 25-34 ans est quand même effrayante. Et donc moi je me pose la question, parce que pour moi mon analyse c'est que si on n'a pas gagné, ou en tout cas la majorité relative, pas absolue mais la majorité relative, c'est parce que l'abstention de cette catégorie-là particulière sociale, indépendamment de la classe sociale par ailleurs, même si forcément jeunes plus classe populaire donne une propension à l'abstention plus forte, mais quand même ça dépasse largement les jeunes des classes populaires, clairement. Ma question c'est ça, et du coup si le climat fait voter à gauche, et ça c'est ce que vous avez démontré, est-ce que le climat fait voter? C'est vraiment la question. Et est-ce que le vote apparaît comme l'instrument efficace pour résoudre cette angoisse diffuse qui est liée au changement climatique? Et ça c'est une vraie question. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont frappés par la crise climatique, ce qu'on appelle la solastalgie, comme une angoisse existentielle assez diffuse, déjà difficilement cernable politiquement, difficilement, déjà sur la compréhension de la crise écologique, on voit quand même, c'est quand même assez complexe. C'est vrai que c'est des sujets très complexes, et même moi qui travaille depuis 7 ans dessus, franchement, il y a des sujets. On me dit, ah, mais vous êtes écolo, donc vous devez connaître ça. Et on m'invite sur des plateaux télé, je suis, ah, mais je n'en ai aucune idée, en fait. Vous me parlez de trucs, c'est en fait extrêmement large et extrêmement complexe. Donc moi, je pense que déjà, il y a de l'angoisse, parce qu'il manque d'explications et de compréhension et d'informations médiatiques sur les facteurs et les causes, le récit aussi politique qu'on peut en faire, et comment on peut changer ça. Et moi, c'est la question dans les prochaines années, comment répondre à cette angoisse existentielle créée par le climat, la crise climatique qui va être de plus en plus forte chez les jeunes, et comment politiser ça encore plus, parce que finalement, le fait qu'il y ait une abstention aussi massive, je vois ça comme le fait qu'on n'a pas réussi, que les mouvements climat n'ont pas encore réussi déjà à se tourner vers la totalité de la jeunesse, clairement, et puis à faire de l'écologie, enfin à créer un récit politique sur les moyens d'action, en fait, voilà. Et donc c'est une perspective qui s'ouvre à nous, je pense, dans les prochaines années, à expliquer en quoi l'action collective, et notamment le vote, mais pas que, évidemment, est la réponse à ça. Et c'est pas évident. Et moi j'ai très peur, effectivement, que les gens soient plongés dans une espèce de tétanie, et parce qu'en fait, c'est tellement énorme. J'ai l'impression, si je vois moi-même à titre personnel, j'ai eu des phases, en fait, dans mon rapport au changement climatique, quoi. Je pense, comme tout le monde, je pense que c'est un phénomène tellement difficile à appréhender pour la psychologie, pour le cerveau, qu'en fait, je pense que c'est peut-être relativement naturel que les gens passent par différentes phases d'acceptation et de rapport à ça, et qu'il y a une phase au début de déni, après une phase d'angoisse à la limite de la dépression, après une phase de... Enfin, voilà, et donc on va voir comment ça se passe, mais je pense que pour moi, le point clé électoralement parlant pour nous dans les prochains mois et prochaines années, c'est déjà d'arriver à rentrer en contact avec les jeunes sur une base plus quotidienne, parce que c'est pas vrai. Enfin, en fait, on n'a pas de contact avec beaucoup de jeunes de France. Enfin, je veux dire, sur les réseaux sociaux, dans les organisations, c'est des jeunes à qui on ne parle pas, en fait. Moi, je m'en suis rendu compte pendant la campagne. Et puis, par ailleurs, au-delà des médias, justement, comment on recrée une éducation politique populaire avec ces jeunes sur toutes ces questions-là, quoi. Voilà. Je vous remercie beaucoup, et à vous. N'hésitez pas. Oui. Donc on a. Ouais. Ok. Oui, bah, je suis con. Donc on a quelqu'un et 2 personnes là-bas. Donc tu as la chance d'avoir la première question. Ouais. De te faire passer le micro. Très bien. Bonjour. Déjà, merci beaucoup Antoine, parce que moi je suis ingénieur et militant depuis 3 ans, donc c'était dans 4 ans. C'était très intéressant à entendre. J'ai 2 choses, peut-être un petit appel pour vous et ensuite une question.
Donc c'est un appel qui répond peut-être partiellement à la question que tu viens de poser, Alma. Comment est-ce qu'on fait pour tous les gens pour qu'ils ne restent pas dans cette apathie? Bah là en fait ça dépend de vous, ça dépend de toutes les personnes qui sont là, toutes celles qui ont une colonne vertébrale politique. On a besoin que vous soyez là dans les mouvements climat, partout, même dans les marches climat qui sont peut-être les formes d'action les moins radicales qu'il peut y avoir. C'est des espaces d'échange, c'est des espaces où expliquer aux gens pourquoi voter c'est intéressant et pourquoi voter à gauche et très à gauche c'est intéressant. Donc là il y a vraiment une mobilisation à avoir, à mon avis, de ce côté-là, voilà, pour faire bouger le ventre mou dont parlait Antoine. Et derrière... Non, dont parlait Maxime, pardon. Et derrière, question peut-être plus pour Maxime, il y a une étude de l'OCDE qui est sortie très récemment, là, au mois d'août, qui montre qu'il y a un gros regain de climato-scepticisme, en France notamment, puisqu'il y a jusqu'à 43% de personnes qui ne pensent pas que le changement climatique est une réalité ou alors qu'il est d'origine humaine. Et il y a quelques chercheurs qui disent que ça, potentiellement, c'est une conséquence de la polarisation qu'il y a eu, de l'affirmation de l'écologie à gauche pendant la campagne présidentielle. Et voilà, j'aimerais savoir peut-être ce que vous en pensez, s'il y a des réactions vis-à-vis de ça. Est-ce que je fais passer le micro à quelqu'un d'autre? Non, mais après, c'est ouvert. Non, mais tu vois, je pense que ce discours-là, chez certains jeunes, ça met un frein. Moi, je suis d'extrême. Non, mais c'est juste une petite parenthèse parce que je pense que c'est important. Moi, je milite depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 60. J'ai toujours défendu l'extrême gauche et j'en reviens parce que mes mômes, par exemple, qui ont les mêmes idées que moi, si tu leur dis qu'ils sont d'extrême gauche, ils refusent. Tu vois, malgré l'éducation populaire de la mère, éducatrice spécialisée, en outre, qui a aussi œuvré beaucoup auprès des classes populaires, des mômes qui aujourd'hui votent extrême droite. Enfin, voyez, tout ça, c'est une expérience dont je veux vous parler parce que c'est ces mômes-là qui votent pas aujourd'hui. Est-ce que du coup, la gauche, c'est qui aujourd'hui? Ouais, est-ce que par contre, je suis désolée, est-ce que tu peux prendre, lever la main comme ça? Ouais. Non, mais c'est tout. C'était juste parce qu'on s'interroge sur le vote des jeunes, mais il faut faire gaffe à notre discours à nous, en fait. Voilà, c'est tout. Alors attends, c'était derrière toi, je crois, les gens qui avaient demandé la parole. Merci. Oui, j'ai trouvé très intéressant l'intervention de Maxime, notamment, d'ailleurs aussi d'Antoine, parce que bon, ça éclaire effectivement un certain nombre de choses, un certain nombre de situations. Maxime, une question, tu as développé, alors en particulier, tu as fait un focus sur les gilets jaunes. J'aimerais bien que tu fasses un focus sur les syndicats. Tu n'en as pas parlé, c'est bien dommage. Quant à Antoine, il y a une chose que j'ai pas vraiment vue sur les histoires suite à la bifurcation des ingénieurs, des nouveaux ingénieurs. Moi, à mon époque, en 70, il y a une bifurcation dans laquelle j'ai participé. C'est l'établissement des ingénieurs après avoir eu leur diplôme. Ça, je n'en ai jamais entendu parler, mais ça serait quand même intéressant qu'il y ait un peu une comparaison un peu entre ces deux situations. Merci. Derrière toi. Merci. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais plutôt eu une question et une remarque. La question serait plus directement sur les ingénieurs. Je me demande, en fait, dans quelle mesure, à l'intérieur de cette réflexion, on va dire, de conflictualité entre la place de l'ingénieur et les entreprises, toutes les expressions qu'il y a eu via les cérémonies de diplôme, via les gens qui veulent... Est-ce qu'il y a une intégration de la question de classe au sens de quelle est la place de la division, dans la division du travail de l'ingénieur? Parce que dans l'entreprise, dès le début du siècle, on a une séparation des ingénieurs, etc., dans les grilles de qualification et dans les collèges de vote, etc. Et on va avoir une intégration de ces gens-là plutôt dans des structures de direction, ou en tout cas des structures intermédiaires. Et je me demande dans quelle mesure ça pose un enjeu sur la possibilité de contester, et pas d'être dans une contestation un peu gentille on va rentrer à l'intérieur de tout ce que derrière les entreprises peuvent développer comme greenwashing, etc. Et je voulais savoir. Et ma deuxième remarque, c'était cette question de l'efficacité de l'AFI à essayer de faire de l'écologie populaire, en tout cas en disant l'écologie sur les questions du porte-monnaie, ça peut être, on est en train de montrer, de faire des démonstrations. Moi, je suis vraiment d'accord. Et en même temps, ma remarque, c'est plus, moi j'ai fait la campagne dans le 18e arrondissement
pour Daniel Obono. Et je trouve qu'en fait, une des grandes difficultés, c'est que même avec des arguments, nous on a des grosses tours de logements sociaux où c'est des passoires thermiques horribles, donc il y a du taf à faire là-dessus. J'ai l'impression que des fois, le développement question écolo, c'est un besoin qualitatif. C'est-à-dire que, en fait, quand je rentre dans une barre d'immeubles et qu'ils ont des rats, il y a des craquets en bas, ils n'ont pas d'argent, ils sont à 800 € dans des trucs. Et en fait, c'est pas là-dessus que j'arrive à mobiliser les gens. Et alors qu'en fait, c'est des gens qui sont les premiers concernés pour gagner 1000 balles grâce aux rénovations. Et je pense que ça va être ça la difficulté. C'est comment on fait de passer du besoin quantitatif, qualitatif. Et ça, voilà, c'était juste ma remarque. Merci. Il y a quelqu'un derrière et après, ouais. Il avait levé la main en premier et après. Bon. Personne n'écoute. J'ai pas compris. C'est pas grave, t'inquiète, vas-y. C'est pas... Désolée, mais je t'ai vu. Hein. Ouais, une question pour Antoine. Quand tu parlais, tu as un peu soulevé le phénomène de bifurcation assez récent de quelques ingénieurs. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est est-ce que dans les écoles d'ingénieurs, dans le contenu en termes de formation, est-ce qu'il y a une évolution dans le temps de ces contenus-là qui peut être à même de faire évoluer, en fait, de les faire bifurquer plus facilement, quoi. Bonjour, Bastien, pêcheur paysan, Rade de Brest. Du coup, je me demandais un peu, parce que souvent on dit une blague comme ça, on dit pour les chercheurs, on dit des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors je me demandais si les ingénieurs c'était un peu pareil, et notamment pour la question climatique, où je me demandais est-ce que vous avez... Enfin, où vous en êtes sur le fil, du coup, qu'on pourrait dérouler quand même pour que les jeunes ils trouvent des solutions aussi à leur solastalgie, à cette problématique qui est hyper importante. Et je me dis quand même qu'il y a des choses à dire et puis bien sûr à faire, mais que c'est pas si compliqué que l'on dit. C'est complexe, peut-être la question climatique, mais c'est quand même possible. Et puis on est dans le temps, du coup. Dans le temps des choses et dans les temps aussi géologiques et dans les temps humains, mais je trouvais intéressant que ce fil puisse être construit, quoi, parce qu'il faut vraiment qu'on trouve des réponses aussi pour ces jeunes. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup pour vos 3 interventions qui étaient passionnante. Moi, je me reconnais dans beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense qu'effectivement, sur les gilets jaunes, c'est très important pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre qu'il y a une certaine alliance qui a réussi à se faire entre l'écologique et le social d'un point de vue très à gauche, politique, qui explique une partie du succès du vote FI. Ça, c'est un acquis précieux, mais il est aussi... voilà, qu'est-ce qu'on va en faire? Et il y a des obstacles. Alors, l'un des obstacles, c'est que... Alors, tu as très bien expliqué, je pense que ce que montraient les Gilets jaunes, c'est que... Alors, on peut discuter des termes, mais qu'il y a une conscience écologique populaire diffuse dans la population qui, en fait, n'est pas moindre que dans les classes élevées. Hein. Et c'est aussi viré dans les milieux ruraux que dans les quartiers populaires, dont on n'a pas parlé, mais voilà, il faudra aussi en parler. Et ça, c'est très important. Par contre, il y a le risque, c'est avec ce qui s'est passé cet été, etc., il y a des effets difficilement mesurables sur la manière dont les gens pensent, dont les consciences évoluent, dont la peur se répand, la paralysie se répand, y compris sur des militants, hein, parfois très, très, très impliqués, qui peuvent, à un moment donné, avoir des coups de mou. Je pense qu'on en a tous connus. Donc ça, c'est important aussi de le dire. C'était très bien, j'ai aimé ce que tu as dit là-dessus. Et le risque, c'est ce qui peut s'imposer comme autre récit aussi, avec la guerre, tout ça, hein, tout le contexte, c'est on se barricade contre le reste du monde, avec tous ces gens qui vont vouloir venir chez nous. Enfin, vous voyez, hein, le récit raciste, xénophobe, avec les thèmes de la démographie. Et je pense que
l'extrême droite, la droite, etc., vont faire monter ça en puissance parce que sur des thèmes comme les jets privés, c'est terrible pour eux. Parce que les jets privés, c'est tellement illustratif et en même temps, c'est le mode de vie de la jet société. C'est le mode de vie qui est directement percuté. C'est-à-dire comment ils vivent, eux, qui est menacé. Donc c'est vraiment insupportable. Bon. Donc ils vont chercher à réagir. Donc il faut se préparer à ça. Et ce que je termine juste, l'idée que l'écologie, les mesures qu'on propose sont des alliés pour les conditions de vie et de travail des plus pauvres, arriver à imposer ça, et donc travailler systématiquement là-dessus, à mon avis, c'est quelque chose de décisif dans la bataille qui avance. Voilà. Bonjour à tous, merci pour votre intervention. 1, 2. Je suis diplômé depuis juin, du coup c'est tout récent pour moi. Et je suis aussi clairement aujourd'hui dans ces réflexions de qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'intègre une entreprise? Laquelle? Pourquoi? Et sinon, vivre dans une certaine marginalité avec les low-tech par exemple. Et pour en revenir sur la formation, pardon. Ouais, il y avait juste une dernière question là. Pour la parité aussi, ce sera pas mal. Ok, ça marche. Il y a des écoles qui commencent à mettre en place des formations, qui réfléchissent. C'est en retard, c'est pas encore au niveau, mais il y a de plutôt grandes écoles qui essayent de s'y mettre. Mais là, pour moi, la problématique, c'est que une fois sorti de l'école, il y a peu de structures. Il y a trop peu de structures qui permettent aux ingénieurs de vivre, de travailler dans un domaine en lien avec l'écologie. Et pour faire très simple, j'ai beaucoup d'amis, de connaissances à moi qui choisissent du coup de quitter leur diplôme d'ingénieur, de refuser de s'en servir pour développer une autre activité à côté. Et pour être franc, je réfléchis moi-même à cette possibilité. Voilà, c'est ma seule... Ça a l'air de marcher, donc on va faire la dernière. Ok, bah merci beaucoup. Je m'appelle Lucie, je suis militante à la France Insoumise et à la Gauche Révolutionnaire. J'ai fait la campagne avec Alma sur la 4 cette année. Législative. Oui, bah, ça veut rien dire pour les gens. La 4e circonscription de Seine-Maritime. Voilà, un endroit hyper énorme et très diversifié du coup, et très pauvre surtout, en fait, pas si diversifié que ça d'ailleurs. Donc voilà, je suis militante du coup depuis que j'ai 15 ans, depuis 6 ans et demi, et en fait j'aurais jamais fait de campagne législative comme ça, j'aurais jamais voté si jamais j'avais pas pu comprendre que c'était tout un système entier qu'il fallait changer, et que... J'aurais peut-être essayé, me serais peut-être mise dans une solution un peu marginale aussi, mais tu changes rien quand tu es tout seul dans ton coin, avec tout le respect que j'ai pour les gens qui sont, par exemple, avec de l'orchèvre en Auvergne. Tu changes rien, tu changes pas un système complet si jamais t'es tout seul, si jamais t'es isolé. Et il y a besoin que cette compréhension que c'est tout un système qu'il faut changer. Parce qu'aujourd'hui, du coup, à Rouen, on se fait imposer sans aucune mesure contre des maires ou quoi, la ZFE, qui est une écologie punitive, qui est un très bon exemple, je trouve, d'écologie punitive aujourd'hui en France, où finalement tu vas juste faire trinquer les travailleurs qui ont besoin de leur voiture. Tu ne mets pas en place le train et les transports en commun gratuits. On a un arrêt de tram de Théor en plus, c'est une sorte
de tram qui est rallongé, mais pour autant les prix sont toujours pas aussi accessibles et c'est les gens, alors que les gens vont consommer mieux s'ils le peuvent. Franchement, si on peut acheter de la viande de qualité, en plus elle est meilleure en goût, on le ferait. Si on peut en manger moins parce qu'on a d'autres produits de bonne qualité, bio, locaux, etc., mais avec des produits accessibles à pas 7 € le kilo, on le ferait quoi. C'est les gens sont pas débiles et mangeraient mieux, consommeraient mieux, auraient des voitures électriques s'ils pouvaient. Et là, c'est pas possible. Là, tout ce que ça va faire, par exemple, notre écologie punitive, la ZFE, ça va renouveler le parc automobile. Donc ça va avantager qui ? Ça va pas avantager qui que ce soit pour l'écologie, ça va avantager juste les vendeurs d'auto. Bon, je pense qu'on pourrait faire mieux. Et pareil, dans notre région, on a 39 usines Céveso seuil haut, c'est des usines qui peuvent exploser, etc. Elles sont toutes à des propriétaires privés. C'est aussi pour ça qu'on s'est fait exploser la gueule avec Lubrizol il y a 3 ans. Et à un moment donné, les capitalistes, ils s'en foutent de notre santé, ils s'en foutent de l'écologie. Et ils vont prendre une solution qui fonctionne un petit peu mieux et qui peut être un peu moins polluante s'ils ont un truc qui est moins cher. Mais c'est tout. Donc c'est vrai que c'est nous qui avons les compétences, c'est nous qui devons gouverner la société. Et c'est nous qui devons faire changer le système. Et c'est toutes ces entreprises polluantes, toutes ces mesures qui ne soient pas de l'écologie punitive, on doit les imposer ensemble. Et vraiment, je pense que les jeunes, on va aussi les faire venir dans la lutte avec ça, avec ces réponses sur ce système. On ne peut pas laisser priver toutes ces entreprises, toutes ces sociétés d'automobiles, etc. On a Chapelle Darblay, c'est 218 employés qui étaient encore en danger là, en 2021. C'est 30% du papier de France qui est recyclé dans notre usine Chapelle Darblay. Ça a été baladé pendant 2 ans de repreneur en repreneur. Maintenant, c'est racheté par qui ? Veolia Eau. Est-ce que, je ne sais pas si vous connaissez, mais Veolia Eau, c'est vraiment pas l'entreprise. C'est en son tamponne de l'écologie, franchement. Et alors que nous, on est une entreprise qui est autosuffisante. Ok, ça marche, je fais vite. Qui est autosuffisante, qui a sa propre station d'épuration, qui a sa propre chaudière. Et le pire qu'elle rejette, c'est de l'eau un peu trop chaude dans. Voilà, c'est vraiment le pire qu'elle rejette. Et donc, c'est pas possible de le laisser comme ça public et privé, je veux dire. Et pour répondre juste à l'angoisse, je finis là-dessus, l'angoisse écologique et tout, je pense que, je suis pas climato-sceptique, hein, tu le sais, mais en fait on a la possibilité de faire changer les choses, de s'adapter encore aujourd'hui, et je pense qu'il faut vraiment être très clair sur le fait que on n'est pas foutu, et que justement c'est en se mobilisant aujourd'hui qu'on peut encore faire changer les choses. Bon, le cougar il a disparu, cette espèce-là elle est disparue, elle va pas revenir, c'est pas le sujet, mais on peut encore faire changer les choses. Par exemple Martinique, Guadeloupe, ils vont finir engloutis par les eaux si on fait rien, mais on peut encore aujourd'hui mettre fin à cette ère capitalocène, à cette ère du capitalisme, et pour pouvoir justement contrebalancer les choses. Et l'écologie, elle doit être mise en place maintenant, quoi. Moi, j'en profite parce que j'ai aussi une question. Il y a beaucoup d'éco-anxiété. Est-ce qu'il y a de l'éco-enthousiasme, c'est-à-dire utiliser l'écologie et la crise actuelle pour se dire qu'on va rentrer dans un monde avec un nouveau paradigme et que c'est une chance folle pour être plus heureux. Voilà ma question. Je sais pas, il y avait beaucoup de questions sur les ingénieurs. Je sais pas si tu veux... Comme tu veux. Moi, j'ai... Bon, merci infiniment pour toutes vos questions qui sont toutes excellentes. Je vais essayer d'être de synthétique et ça va me permettre de préciser mon propos précédent. Donc, je ne vais pas y répondre dans l'ordre, je vais prendre celle que je lis là. Alors après, il y avait une question sur les formations, donc je commence par celle-ci. Donc il y a un mouvement dans les écoles d'ingénieurs qui est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup d'élèves ingénieurs. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est pas du tout une fraction majoritaire, c'est pas 51%, mais il y a des groupes d'étudiants et d'étudiantes ingénieurs qui se constituent et qui essayent de créer des rapports de force avec les directions des écoles d'ingénieurs pour mettre en place des formations plus écologiques. Mais là, ça prend généralement 2 formes. C'est essayer de parler des enjeux écologiques dans les enseignements techniques. Donc essayer de dire, voilà, quand on a un cours sur l'écoulement des fluides, sur la microélectronique, concrètement, c'est quoi les effets sur l'environnement, c'est quoi les effets sur la santé, c'est quoi les effets, etc. Et on a des revendications pour incorporer davantage de sciences humaines et sociales dans les formations. Donc ça, c'est les revendications des élèves ingénieurs en école. Est-ce que ces luttes elles sont victorieuses ?
pas encore. Il y a des formations qui se créent, mais c'est vraiment assez erratique et anecdotique. Il y a des masters spécialisés qui se créent. Il y a encore beaucoup de greenwashing parce que les écoles d'ingénieurs, les formations sont notamment construites en concertation avec les industriels qui sont dans les conseils d'administration et c'est très compliqué de faire. Il y a une inertie dans les formations, dans le fonctionnement des écoles d'ingénieurs et pour l'instant, de ce que j'ai pu en voir, je suis sans doute pas au courant de toutes les formations qui émergent et les masters sur l'écologie, mais pour l'instant, c'est loin d'être à la hauteur des attentes, en tout cas des élèves ingénieurs qui se battent en leur sein. Il y a des choses qui existent, il y a des petits masters, je pense à Toulouse, il y a un master ingénieur pour le développement durable. Donc il y a des choses très intéressantes dans ce master-là. Il y a eu un papier dans Le Monde. Mais voilà, je vous parle d'un master sur plus de 100 écoles d'ingénieurs, quoi. Sur les bifurcations, effectivement, donc il y a une analogie très pertinente effectivement avec les bifurcations des années 70. Après, je pense qu'on est dans une situation qui est, voilà, il y a des points communs sur le fait qu'il y a des ingénieurs effectivement qui désertent. Et je trouve que le terme déserter, il est assez intéressant parce qu'il vient du vocabulaire militaire et qu'on répète beaucoup aux élèves ingénieurs, notamment des grandes écoles, qu'ils sont là pour mener la guerre économique. Moi, on a des polytechniciens qui me disaient, voilà, dans les amphis d'entrée, on nous dit qu'on est là pour remporter la guerre économique. Donc d'avoir des ingénieurs qui désertent, je trouve que le mot, il est à la fois assez saisissant et assez intéressant. Pour moi, la situation, il y a aussi des choses qui ne sont pas comparables dans le sens où dans les années 70, il y avait un espoir, il y avait des utopies qui étaient construites. Et ces utopies, à mon sens, elles ont été quand même assez balayées dans les années 80. Ça a aussi donné lieu à ce que disait Maxime tout à l'heure, un changement dans les registres d'action des mouvements écologistes qui étaient plus sur le terrain politique, mais plutôt sur le terrain de la contre-expertise, donc dans les institutions. Aujourd'hui, on est dans une situation, on a déjà pris plus de 1 degré. Enfin, je veux dire, là, mais une situation qui est à la fois terrible en disant la situation écologiquement et socialement elle est largement pire que dans les années 80 sur beaucoup de points. Après, ça a permis aussi de décrédibiliser, et moi c'est ce que je vois sur les ingénieurs qui, on va dire, se radicalisent, mais évidemment que le terme n'est pas du tout péjoratif, qui se radicalisent d'un point de vue politique, en disant toutes les approches continuistes, et je vais y revenir juste après, c'est-à-dire de dire qu'on peut changer juste à la marge le fonctionnement politique et économique, maintenir le capitalisme, maintenir une démocratie représentative bourgeoise et changer ça qu'à la marge pour que tout se passe bien, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus du tout. C'est ça qui avait balayé notamment les utopies des bifurcants. Il y avait des ingénieurs qui ont bifurqué évidemment dans les années 70. Ces théories-là continuistes, aujourd'hui, elles ont largement perdu en légitimité. Et à mon sens, c'est une bonne chose. Mais pas d'un point de vue juste idéologique, d'un point de vue pratique et réaliste, quoi. Sur donc la division, effectivement, la question de classe chez les ingénieurs, ça c'est une question qui est pas passionnante, donc merci beaucoup. Alors il y a eu vraiment le champ professionnel des ingénieurs, il a beaucoup changé depuis le 19e siècle. Au 19e siècle, il y a très très peu d'ingénieurs en France et ils ont tous, alors je dis tous parce que c'est exclusivement des hommes, hein, il faut savoir que l'école polytechnique s'ouvre aux femmes en 1972. Voilà, je veux dire, et encore aujourd'hui, on est à quoi, 40% de femmes diplômées ingénieurs en 2022, quelque chose comme ça. Donc des ingénieurs au 19e siècle, effectivement, c'est une très faible marge. C'est principalement des gens issus de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie. Mais le champ, il a explosé notamment à partir de la seconde partie du XXe siècle. Et donc on a toujours des ingénieurs. Donc le champ, il s'est étendu. On a toujours une élite. Hein, c'est les ingénieurs qui sortent de Polytechnique. Polytechnique, quand on voit le recrutement, c'est 50% des gens qui viennent de région parisienne. Hein, et Breaking News, c'est pas la Seine-Saint-Denis. Hein, donc voilà, je veux dire, on a quand même ces élites-là, et ces élites-là, elles ont toujours les meilleurs salaires, elles ont toujours des positions extrêmement élevées dans l'administration, dans les industries. Je veux dire, le patron d'EDF, c'était évident que c'était des polytechniciens, quoi. C'était la chasse gardée des polytechniciens, et vous avez une répartition des grandes entreprises pour les centraliens, pour ponts et chaussées, etc. Mais on a aussi toute une classe d'ingénieurs qui sont beaucoup plus, je vais pas dire précaires, parce que on n'est pas sur les mêmes réalités, hein. Les ingénieurs, même les plus précaires, sont largement moins précaires que le reste de la société, on est bien d'accord, mais qui sont largement plus soumis aux aléas économiques, qui sont dans une forme d'aliénation, évidemment, parce qu'ils sont contraints par des règles économiques, ils peuvent travailler 60 heures. Je suis pas sûr que ce soit un mode de vie le plus épanouissant possible, et je suis pas en train de je vais pas dire que c'est la catégorie la plus à plaindre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi des ingénieurs qui commencent à être précarisés. Et ça, il y a eu un séminaire de l'UNICT-CGT, donc la section CGT des cadres techniciens ingénieurs, qui montrait que les ingénieurs, en fait, la haute classe a toujours des possibilités ouvertes énormes, mais on a beaucoup d'ingénieurs industriels qui sont mis en concurrence avec des ingénieurs
d'autres pays. Donc il est en train d'arriver progressivement aux ingénieurs ce qui s'est passé, ce qui est arrivé aux ouvriers depuis le début de la mondialisation. Et donc on a des ingénieurs qui se sont fait déclasser. Il y a eu un déclassement énorme dans les ingénieurs, dans les entreprises. C'est que avant, donc il y avait beaucoup d'ingénieurs aux étages de direction. C'est quelque chose qui a beaucoup changé. Et il y a beaucoup d'ingénieurs qui ont été remplacés par des managers et qui sont extrêmement frustrés dans leur travail parce que ils et elles ont bien conscience de faire des produits qui sont pas extraordinaires. Mais c'est quoi la contrainte ? C'est la concurrence et la compétitivité. Et je pense que là, il y a tout fait d'un point de vue stratégique, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie d'ingénieurs qui travaillent dans les grandes entreprises et qui vont être très sensibles à des questions sur les conditions de travail, qui vont être très sensibles aux questions sur le sens de leur métier, de qu'est-ce qu'on produit, parce que ils vivent, encore une fois, toutes choses égales par ailleurs, on n'est pas du tout sur la situation des ouvriers et des ouvrières, mais on sent les prémices d'une précarisation et d'une mise en concurrence des ingénieurs français avec des ingénieurs d'autres pays, des pays où le coût du travail est moins cher. Je vais essayer de faire vite sur les débouchés professionnels écologiques pour les ingénieurs. Effectivement, c'est une large question. Il y a beaucoup de bifurcations et beaucoup de gens qui vont déserter l'ingénieur. Alors, dans les bifurcations, il y a des gens il y a des inflexions dans l'ingénierie, c'est-à-dire des gens qui vont vouloir rester ingénieurs, mais qui vont travailler dans des PME, dans des TPE. Donc, c'est-à-dire des gens qui vont être généralement moins bien payés, avec plus de responsabilités, mais qui vont trouver une forme ça va permettre de réduire la dissonance cognitive concrètement. Mais effectivement, c'est pas les cas. Enfin, ça fait partie des cas, mais les débouchés sont pas immenses. Il y a beaucoup d'ingénieurs aussi qui quittent le milieu de l'ingénierie, qui vont faire du maraîchage, qui vont faire de la formation, qui parfois font de la sociologie. Donc on a ces cas-là, et il y a aussi l'idée, pourquoi aussi il y a ces difficultés à trouver des débouchés, c'est parce que, je vous le disais tout à l'heure, l'ingénierie c'est la combinaison de choses hétérogènes, et il apparaît évident que combiner une fabrication de profit toujours plus importante et ne plus exploiter les êtres humains et la nature, c'est une combinaison qui est insoluble. Donc on a beaucoup d'ingénieurs qui, et comme les entreprises sont beaucoup sur la fabrication de profit, effectivement avoir un métier d'ingénieur durable, écologique, peu importe le terme, dans une entreprise, pour l'instant ça relève encore une fois de l'anecdote. Dernière chose, donc il y a une question sur le regain climato-sceptique, et là je rejoins et je termine juste là, et ça fait partie des réflexions aussi en termes de stratégie politique. C'est à mon avis, il y a eu le regain climato-sceptique, il est évidemment lié, il me semble qu'il est complètement lié à cette polarisation de l'écologie, et c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de dire, mais il faut comprendre que il y a des réflexions sur comment on écologise les sociétés. Donc il y a des théories qui sont élaborées, et je vais être un peu simpliste, mais il y a la théorie de la modernisation écologique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on change à la marge le système capitaliste en disant vous inquiétez pas, on va enlever les touillettes, on va faire des petits pas, pas de souci. Et il y a des projets très intéressants. Ce que mettent en place tous les États et l'Union européenne, finalement, on est sur un mode un peu ambitieux de ça, en fait. Oui, tout à fait. Cette théorie de la modernisation écologique, elle n'est pas abstraite. C'est ce qui guide les politiques publiques européennes. C'est pas du tout quelque chose qui est appliqué par les entreprises. Donc on n'est pas dans l'abstraction, on est dans le concret. L'idée que par l'innovation technologique, mais c'est exactement le discours d'Emmanuel Macron. C'est par l'innovation technologique, vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des ingénieurs qui disent, mais non. Moi, j'ai fait des entretiens avec des gens à Airbus qui disent, mais l'avion à hydrogène, c'est un rêve. Ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est pour ça que je trouve aussi intéressant de s'intéresser aux ingénieurs, c'est que des gens on fait porter sur les théories écomodernistes font tout reposer implicitement sur les ingénieurs, parce que quand on parle d'innovation technologique, on parle des techniciens, des techniciennes et des ingénieurs. Et on a des gens qui disent mais non, ça ne sera pas possible. Ça aura un coût, il y aura des effets rebonds. Cette théorie-là, elle est utopique, mais une utopie, une dystopie, quoi. Donc il y a pour moi une énorme arnaque intellectuelle, et c'est ce que tu disais Alma tout à l'heure sur cette espèce de clivage, les écologiques contre l'emploi. Il manque des emplois partout. Je ne connais pas un service public où il y ait trop d'emplois, où il y ait trop de gens. J'entends rarement, franchement à la poste où chez les enseignants on est trop, on ne sait plus quoi faire. Je fréquente pas les bonnes personnes, mais c'est que on exploite les individus et la nature pour créer plus de profits. Ces profits, concrètement, le problème il est systémique. Et du coup, je profite pour répondre à la question sur est-ce qu'il y a de l'éco-enthousiasme, comment résoudre la nostalgie des ingénieurs. Moi, je trouve que c'est dans l'investissement politique. De dire il y a d'autres avenirs possibles, il n'y a pas juste une alternative. Il n'y a pas, justement, c'est pas la position, il n'y a pas d'alternative, il y en a plusieurs, des alternatives qui peuvent être pires que ce qu'on a et des autres qui peuvent être beaucoup plus conviviales, beaucoup plus sobres, beaucoup plus enthousiasmantes. Qui se retrouvent beaucoup plus dans les théories éco-socialistes et éco-marxistes, et l'investissement politique, et comment résoudre je vais essayer d'être moins confus. Mais donc l'idée de dire le problème il est systémique, c'est-à-dire que ça donne des perspectives, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si on considère que c'est pas juste un problème insoluble, mais qu'en fait c'est l'organisation a changé, ça peut sembler colossal,
Mais il y a des pistes, il y a plein de gens qui réfléchissent, et pas seulement évidemment des universitaires, il y a plein de gens pratiquement qui font différemment, ou plein de salariés qui savent comment on pourrait faire différemment. Donc il y a des perspectives. Et là, je pense qu'on peut non pas basculer dans un total éco-enthousiasme, mais dire il y a des perspectives d'avenir. Et c'est exactement moi, c'est comme ça que j'ai compris la dernière intervention tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des choses possibles. Et sur l'arnaque intellectuelle, c'est une foutaise de dire que l'écologie contre l'emploi et de dire ça va être un appauvrissement. C'est-à-dire qu'on est déjà aliénés, on vit déjà l'augmentation des inégalités, un appauvrissement. On voit Bernard Arnault faire 4 destinations par jour. Enfin, je veux dire, le projet éco-socialiste, éco-marxiste, peu importe comment on le nomme, c'est-à-dire que je pense que c'est ça peut être. Il y a une perspective de moins d'aliénation et de plus de partage et moins d'exploitation. Et je pense que l'arnaque intellectuelle, elle est incroyable. Et c'est pour moi ça aussi qui fait le regain climato-sceptique. C'est-à-dire, mais vous voyez, ils veulent nous appauvrir alors que la situation aujourd'hui, elle est catastrophique. Et ce que nous propose le pôle éco-moderniste, ça va être encore pire. Parce que si on veut continuer à faire du profit, il va falloir continuer à continuer à appauvrir et la nature et les individus. Voilà, j'espère avoir été moins confus dans la fin de ma réponse. Et voilà. En train de remettre ma veste. Donc brièvement, moi je me posais juste pour rebondir sur la question des ingénieurs. C'était une question que je me posais déjà en tant qu'activiste pour le climat. C'est justement, j'étais pas ravie à l'idée que des gens qui ont une formation d'ingénieur se cassent en Guadeloupe, être éco-paysans ou, parce qu'en fait je me disais qu'effectivement chez Total ou Engie, ils pouvaient dans le rapport de force actuel absolument rien faire et que c'était illusoire de penser le contraire. Mais que soit ils pouvaient aussi être des agents dormants d'une révolution potentielle et qui... non, mais parce que tu parlais de termes militaires, en fait. Moi, je me suis toujours demandé jusqu'à quel point les gens, avec une conscience écologique forte, assumer qu'on est dans une lutte et dans une guerre et qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'offre d'emploi écologique suffisante pour les ingénieurs, c'est normal en fait. C'est-à-dire que le système, comme tu l'as dit, est fait pour dégager du profit économique à outrance et que donc il est fait par essence pour exploiter plus que de raison notre écosystème, mais que soit effectivement il faut se dire aussi que les ingénieurs sont vraiment des clés de voûte de ce système et que du coup on en a besoin et que du coup ils peuvent s'organiser et être aussi des forces mobilisables à des moments clés. Et je pense que nous en tant que force politique notamment par exemple, si jamais on conquérait le pouvoir électoral ou s'il y avait une révolution citoyenne, bon bref, on aurait extrêmement besoin des ingénieurs et des cadres pour mener à bien nos politiques parce qu'en fait c'est extrêmement clé et on peut tenir une société sur sa dépendance technologique. Enfin, je veux dire littéralement, je cite souvent cet exemple-là parce que ça m'a assez marqué. Moi, je suis en partie argentine et quand les Kirchner, Christina Kirchner a mis en place une politique. En fait, en gros, c'était pour justement recréer de l'emploi et elle imposait aux entreprises qui voulaient vendre en Argentine de faire une dernière étape de fabrication en Argentine, y compris même si c'était juste l'emballage des produits. Et en fait, Apple leur a dit... pardon, mais non, en fait, on va pas mettre nos iPhones dans des cartons en Argentine. De toute manière, nous, on est Apple, vous êtes l'Argentine. Vous verrez qu'à la fin... votre propre population, c'est pas ce qu'ils leur ont dit texto, j'imagine, mais c'est ce qu'ils se sont dit, que leur propre population se retournerait contre eux parce qu'il n'y a pas d'iPhone en Argentine. Et ça n'est pas arrivé parce que les Argentins ont quand même une conscience de classe et politique quand même assez forte et qu'il y a des classes populaires qui sont très très à gauche. Mais je me souviens très bien de gens des classes moyennes de mon entourage se plaignant vraiment beaucoup en fait du fait qu'on pouvait pas acheter à l'époque d'iPhone en Argentine et qu'on était obligé d'aller en Uruguay à la frontière, etc. Non, mais pour dire qu'en fait ça pourrait arriver qu'on se retrouve aussi avec des grandes multinationales qui prennent le rapport de force très au sérieux et qui nous disent si vous êtes vraiment dans cette optique de révolution sociale et écologique, nous on vous vend plus vos services, et qui essayent de nous faire plier aussi par la société de consommation, mais qui est une réalité. C'est pour ça que pour répondre à ta question de l'éco-enthousiasme, moi je suis convaincue que le monde peut être peut-être plus beau et plus émancipateur dans une société plus sobre. Néanmoins, je pense que c'est pas le cas de beaucoup de gens. Il faut quand même avoir conscience à quel point la consommation est un fait social et politique. On le traite toujours sur des aspects économiques, mais c'est vrai je trouve qu'on, tout comme la technologie en tant que fait à part entière, les avances technologiques et l'économie, c'est pas exactement la même chose. Le rapport des êtres humains à la consommation et l'addiction
énorme qu'une partie dont je fais partie. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous priver de quelque chose d'anodin pendant plusieurs mois, genre du chocolat par exemple. Enfin, non, mais des choses très concrètes qui vous font briller le cerveau. En fait, je trouve qu'on a souvent un discours un peu bébête et un peu trop voilà, les consommateurs, ça veut rien dire, mais en vrai, ça veut vraiment dire quelque chose. On a une société qui a des comportements addictifs liés à la consommation qui sont chez certaines personnes très ancrés, très profondément. Et sortir de ça, c'est extrêmement angoissant pour beaucoup de gens. Il faut en avoir conscience. C'est que c'est des remparts psychologiques, sociaux. Enfin, c'est dur, quoi. C'est pas une mince affaire. Même si en fait, ça peut être à l'inverse émancipation. Et qui dit addiction dit aussi trauma, névrose, etc. Mais je veux dire, c'est pas parce que c'est psychologique que c'est un sujet léger. Ou un sujet un peu annexe et que c'est pas sérieux, parce que c'est vraiment profondément très important. La société, elle est autant capitaliste que productiviste et consumériste, et je pense que c'est bien de le dire parce que ça fait partie de ceux qu'on a affrontés, quoi. Et je trouve que nous, politiquement, c'est difficile, le discours par rapport à la consommation qu'on peut tenir politiquement, voilà, à toutes les classes d'ailleurs, pas qu'aux classes populaires. Justement, sur les classes populaires et comment leur parler d'écologie, moi, je pense qu'il faut être... parce que ce que tu disais, en fait, dans les cités HLM... en gros, il est pas là. Non, mais en gros, qu'effectivement, moi, je l'ai vécu la même chose. Enfin, vraiment, parler d'écologie, voilà, des gens qui sautent les repas parce qu'ils ont plus de sous le 10 du mois. Bon, voilà, enfin, je veux dire, c'est quand même parler de la crise de la crise de notre monde et de son habitabilité. Bon, c'est un peu, c'est très compliqué, mais il faut aussi avoir conscience déjà que nous, on arrive lors des campagnes électorales, mais en fait, c'est des gens à qui on parle très peu. Habituellement. Donc tu peux pas rattraper en une conversation 5 ans de brainwashing médiatique et culturel sur les réseaux sociaux, à la télé. Les priorités des gens et ce qu'ils ont dans la tête, c'est le système qui le fait aussi, quoi. Donc, et par rapport à ce que toi tu disais sur participer aux marches climat, je suis tout à fait d'accord. Il faut participer aux mobilisations sociales sur le climat. Il faut maintenir une visibilité d'un récit politique sur le climat et d'une volonté de changer pendant les prochaines années, c'est essentiel. Néanmoins, c'est pas suffisant parce que tout comme la politique électorale, les mobilisations sociales ne sont pas des pratiques partagées par tout le monde dans la société et par les jeunes notamment. Enfin, c'est-à-dire que les jeunes vont peut-être autant aussi peu en manif qu'aller voter. Enfin, je veux dire, je sais pas ce qui est le plus ou le moins, mais signer des pétitions, ça c'est différent. Mais en tout cas, je suis pas sûre que les jeunes participent plus à des manifestations, quantitativement, qu'ils ne se déplacent aux urnes. Donc il y a vraiment une question de comment nous, mouvements sociaux et nous, partis politiques, on organise une présence sur le long terme, voilà, des contacts réguliers avec des catégories de la population. Non, mais vraiment, ça paraît bêtement matériel, mais je pense qu'il y a tout un... Il faut dès maintenant commencer à réfléchir très concrètement. C'est du matériel, c'est des conditions matérielles de faire de la politique, donc dont on ne parle pas assez, je trouve. On parle beaucoup de fond, et c'est très important, mais la forme, entre guillemets, c'est pas de la forme, mais enfin, la stratégie de mobilisation, de contact et d'organisation est en fait pour moi absolument essentielle. Comment vous voulez faire un autre récit si vous n'avez pas de contact avec les gens, enfin, très concrètement, et si les jeunes ne vous voient pas sur l'algorithme de leurs réseaux sociaux, parce que c'est de ça qu'on parle en fait, en vrai. Et moi, je suis persuadée, et c'est ce que les sondages le montrent, les jeunes sont concernés par la crise écologique, et les jeunes et les classes populaires ne sont pas que des gens qui ne pensent qu'à leurs conditions matérielles d'existence malgré tout. Les idéologies, les croyances, le mysticisme, même ça existe chez tout le monde. Et en fait, des grands récits qui embarquent des gens dans quelque chose de plus grand qu'eux et de plus grand que leurs conditions de vie quotidienne, ça existe. Et l'écologie est par essence quelque chose d'extrêmement moral et d'extrêmement profond, et je pense d'extrêmement mobilisateur. Mais il faut aussi se donner les moyens d'avoir des contacts beaucoup plus réguliers. En fait, tout simplement, j'ai envie de dire, c'est extrêmement compliqué en fait. Mais et voilà, et du coup j'en ai fini, je te passe le micro. Merci beaucoup. Donc je vais essayer de répondre à la question de l'éco-enthousiasme des jeunes et de comment faire voter les jeunes des syndicats et des marches climat en un seul argument pour permettre à tout le monde d'aller manger rapidement ou de suivre d'autres événements. Cette question du vote des jeunes, comment faire voter, ça me permet de revenir sur cette question de la conscience et de sortir de la prise de conscience que j'avais évoquée au début de l'intervention. C'est-à-dire que savoir qu'il y a peut-être une catastrophe écologique, c'est pas le ressentir et c'est pas agir en conséquence.
la catastrophe qu'a été cet été ne suffira pas à politiser les gens, et il faut le rappeler en permanence. Et je crois que cet imaginaire de la catastrophe et cet imaginaire de l'anxiété, il est important et il n'est pas à opposer à l'éco-enthousiasme. Pour avoir la puissance d'imaginer un autre futur, il faut avoir conscience que le monde qui se prépare est une catastrophe sans nom. Et cet imaginaire, c'est l'imaginaire de la gauche radicale peut-être depuis 150 ans, face au monde qui vient, qui est une barbarie, il faut imaginer un avenir radieux. C'est socialisme ou barbarie réactualisé. Donc ne pas avoir peur de parler de catastrophe, avoir peur de la catastrophe, mais ne pas avoir peur d'en parler et d'effrayer, parce que c'est en mobilisant des affects, et la catastrophe est source d'affects, qu'on peut aussi faire parler. Alors et dans les marches pour le climat, d'ailleurs, les plus radicaux sont ceux qui ont une conscience la plus accrue de la catastrophe. Donc il me semble qu'il faut en permanence revenir à ça, ne pas avoir peur, et que c'est cet enjeu-là qui se joue entre les deux pôles de l'écologie à gauche dont j'avais parlé, notamment qui se joue au niveau des syndicats. Parce que pendant les 5 années qui viennent, il y a eu un pôle qui s'est constitué autour de Greenpeace, Attac et la CGT. J'ai malheureusement oublié le nom de... Plus jamais ça, merci. Et de l'autre côté, un pôle autour de Nicolas Hulot et la CFDT sur une écologie beaucoup plus soft, face à une écologie qui prenait en compte ces questions d'inégalité sociale et de désastre capitaliste. Et c'est pas un hasard si Aurélie Trouvé, alors présidente de l'Attac, s'est retrouvée à cette position-là dans l'Union populaire. C'est que cette alliance écologique, sociale, des acteurs de la société civile qui luttent pour offrir un débouché politique sur une perspective radicale face à un monde qui nous conduit vers la catastrophe, c'est la formule qui a été une formule qui a eu un effet positif pendant la campagne présidentielle. Donc simplement, je crois que la politique est affaire d'affect, et que la catastrophe écologique est une affaire d'affect. L'éco-anxiété, c'est un sujet très important, et c'est a fortiori un sujet important parce que les premiers concernés sont ceux qui se mobilisent au quotidien. Mais dans la population générale, il ne faut pas avoir peur d'effrayer, parce que l'éco-enthousiasme est selon moi le pendant de l'éco-anxiété. Pour imaginer et avoir la capacité d'inventer un monde meilleur, il faut aussi avoir conscience de la catastrophe en cours et poursuivre le travail politique qui a déjà été largement entamé ces derniers mois et ces dernières années.